On-Off, c'est ton émission dédiée aux acteurs du milieu du football. Anecdotes, transferts, business, tout ça, il en sera question dans cette émission. Si tu viens d'arriver, n'oublie pas de lâcher le like et évidemment à t'abonner. Évidemment en podcast aussi, les 5 étoiles, c'est hyper important. Le petit commentaire, si tu nous écoutes, ça fait toujours plaisir. Cette semaine, on est avec un ancien joueur de l'équipe de France, ancien joueur de Manchester City, actuellement joueur libre. On va apprendre énormément de choses. Si vous êtes belge et supporter du Standard, évidemment, vous l'avez connu également dans le championnat de Belgique. Monsieur Elhakim Mangala est dans la maison. Tout de suite, c'est parti pour le meeting. Elhakim, comment ça va ? Ça va très bien, hein. Merci beaucoup de m'accueillir. Je suis extrêmement heureux de te recevoir ici parce que ça fait vraiment longtemps que je cherche à entrer en contact avec toi, à comprendre un peu aussi qui tu es, parce que je t'ai suivi en tant que joueur du début de ta carrière au Standard de Liège, forcément jusqu'à tes plus grands exploits de Manchester City à l'équipe de France, en passant par évidemment aussi le championnat de France, notamment à Saint-Etienne, je pense, où tu as joué également. Mais je trouve qu'on n'a jamais vraiment appris à savoir qui tu étais fondamentalement, au fond du fond, la personne Elhakim Mangala. Donc on va dire qu'en off va servir à ça aujourd'hui. Je vais démarrer cette émission très simplement. Ça s'appelle En Off. Et En Off, je viens de le dire, est une émission qui tend à comprendre comment fonctionne le business football. Toi, quelle est ta part justement de sensibilité par rapport à ça ? Comment tu le vois, ce milieu, toi qui vis dedans ? C'est un milieu tout simplement comme il existe partout dans la vie, hein, où il y a un écosystème, où concrètement le côté financier a un rôle très important, ce qui d'ailleurs permet au club de vivre, parce qu'en fait s'il n'y a pas financièrement les clubs sont pas bons, tu peux pas développer, que ce soit l'académie des jeunes, que ce soit le recrutement. Mais il y a une part, moi ce que je pourrais dire un peu négatif et positif, parce que faut oublier qu'on est comme un produit. Donc à partir de là, il y a des décisions qui sont prises à un moment donné dans une carrière qui font que parfois sont moins sportifs, mais vont du côté comptable. Parce que c'est une réalité, en fait, si le club il répond pas au bilan financier, à un moment donné, le club est voué à couler, tu vois. Donc en fait, tu joues entre ces deux postes que parfois les gens ont du mal à comprendre en dehors du foot. Que cet aspect financier, en fait, a un rôle important, et que nous, même en tant que joueurs, en fait, il faut être conscient que parfois les décisions qui vont au-delà du foot et qui font partie de l'écosystème, parce que ça nous permet aussi de gagner de l'argent, c'est une réalité, hein. On gagne de l'argent, on vit de ça aussi, mais parfois c'est compliqué à comprendre, et c'est parfois difficile à le vivre quand toi tu viens juste pour jouer au football, tu vois. Ouais. Ce que je trouve intéressant, c'est que tu dis directement, tu parles de produits, tu as conscience de ça. Est-ce que dès le départ, c'est des choses qu'on t'a mis dans la tête, ou que toi tu as été un peu très lucide par rapport à ça ? Très observateur dès le début, dès que j'arrive, et j'étais très lucide par rapport à ça. En fait, j'observais mon environnement. Ça, je pense que c'est une de mes qualités que j'ai toujours eue quand je suis arrivé dans le milieu professionnel, parce que c'est vraiment quand tu passes le cap que tu te rends compte du changement. Et encore, il y a eu des étapes. Quand j'arrive, par exemple, quand je suis professionnel, quand je commence à être dans les plus gros clubs, et aujourd'hui, il y a eu une évolution même à ce niveau-là, tu vois. Et j'étais très lucide, donc savoir qu'en fait, ok, je joue au foot, il y a ma part, mais il y a une part de moi, en fait, je suis un produit. Et ça, en fait, ça m'a énormément aidé dans ma carrière. Ça t'a aidé, mais ça t'a pas parfois un peu perturbé ? Est-ce que c'est même le fait de se considérer comme un produit, est-ce que c'est pas quelque chose qui est parfois déstabilisant dans une vie, dans une carrière, où quand on en prend conscience, on peut vivre avec ça et derrière ça glisse, quoi ? Moi, dans mon cas, c'est ce qui m'a justement permis de glisser, justement, comme tu le dis, parce que j'étais conscient, en fait, du but dans lequel j'étais. Et que sinon c'est compliqué, en fait. Si tu prends pas conscience et que surtout tu n'acceptes pas ça, ça devient compliqué, parce qu'en fait c'est une réalité qui existe et qui a toujours existé, qui aujourd'hui a pris plus d'ampleur. C'est une réalité, et je pense pas quelque chose que c'est pas quelque chose à combattre pour moi, mais c'est comment tu t'adaptes à cette réalité, tout en jouant au foot, tout en continuant à progresser, tout en continuant à prendre du plaisir dans ce que tu fais. Et c'est là un peu cette dualité. Mais tu sais que je trouve ça très intéressant que tu as parlé d'adaptation, parce que ta carrière, j'ai l'impression que c'est que ça. Je voulais te demander justement comment toi tu résumais ta carrière, mais quand je vois le fil de ta carrière, tu es monté tellement haut,
t'es allé voilà, simplement ce qu'on peut appeler le the heaven, tu vois, genre le paradis de tout footballeur, puis t'es redescendu super bas, puis t'es remonté. Je veux dire, c'est tellement pas linéaire, en fait, ta trajectoire, qu'elle est très intéressante à percevoir selon ton regard à toi. Comment tu vois justement cette espèce d'électrocardiogramme qui est tout sauf plat, quoi? Bah, c'est à l'image de la vie, hein. Tu sais, là, ça monte, ça descend. Un jour t'es en haut, un jour t'es en bas, tu remontes pas, tu remontes, tu sais pas, tu vois. Et c'est ça aussi en fait, la vie elle est pas linéaire la vie, tu vois. Et le foot, moi je compare énormément le foot à ce qui se passe dans la vie, parce que je pense que le foot et le mieux du foot, c'est un peu une loupe. Ce qui se passe dans la vie, ça va beaucoup plus vite. Il y a plus d'argent, donc tout est amplifié, tu vois. Mais au final, chacun son histoire. De la même manière, dans la vie, on a tous notre histoire. Et ben dans le foot, c'est la même chose. Moi, j'ai eu mon histoire. Ça a commencé très vite. Je suis arrivé en haut. Puis j'ai eu ma blessure au genou. Après, comment dire, permis de révéler des choses que je ne conscientisais pas en tant qu'homme. Pas en tant que joueur, mais en tant qu'homme. Parce qu'en tant que joueur, en tant qu'athlète, je pense que je me connais très bien. Et je me suis très bien révélé à ce niveau-là. Mais en fait, tu te rends compte que derrière en fait, le joueur, il y a quand même un homme. Moi, je ne me rendais pas compte avant ma blessure au genou. Ah, tu te concevais uniquement comme joueur de foot, Exactement. Moi, je me concevais seulement comme joueur de foot. Ok. Et c'est étonnant que tu me dises ça. Ça veut dire que tu as appris à te connaître, peut-être grâce au fait que tu aies vécu toutes ces épreuves-là. Ouais. Moi, en tout cas, avant ma blessure au genou, je me voyais seulement que comme joueur de foot. Il y avait, tu sais, le football te met dans une bulle. Moi, j'ai commencé tôt. Je suis arrivé très tôt, à l'âge de 17 ans. Quand je passe pro, je fais ma dernière année d'école. Donc, j'ai pas de transition, en fait. J'ai pas de transition entre, tu vois, ce côté, t'es un jeune petit garçon adolescent qui devient adulte, puis qui passe au niveau pro. Moi, ça, il y a pas de pause. Tout se fait en même temps. Et puis, en plus, c'est mon rêve. Donc, derrière, je suis totalement dans mon rêve, totalement dans ma bulle. Le monde du football te met encore plus dans ta bulle. Et en fait, tu sors pas de là, en fait. C'est à ce moment-là que moi, j'ai ce coup d'arrêt. Et que là, en fait, moi, j'ai ouvert les yeux. Tu vois, j'ai dit, ah ouais. Donc, en fait, au-delà du foot, il y a la vie. Et quand tu es passionné, tu te rends pas compte de tous les sacrifices que tu fais à ce moment-là pour pouvoir parvenir à tes objectifs. Mais quand tu as forcément ce pas de recul dont tu parles, peut-être qu'à ce moment-là, tu dis « Ah ouais, en fait, j'ai quand même souffert, quoi. » En fait, non, moi, à ce niveau-là, je me suis toujours été conscient des sacrifices et j'étais à l'aise avec ça. Ok. Parce qu'en fait, je savais ce que je voulais. Par exemple, ton adolescence, t'as pas vraiment vécu d'adolescence. Ouais, mais je faisais ce que je voulais. Ok. Je faisais ce que j'aimais. Je faisais du foot, donc ça valait la peine. J'ai pas de... À ce niveau-là, j'ai pas de regrets ou de... C'est comme si tu avais fait un choix et que tu Ah ouais, l'acceptais non, ouais, et genre ouais, t'avais deux routes et t'avais pris la route ouais, de j'ai pris droite. ma route, donc à ce niveau-là, moi, j'ai pas de problème. Je faisais du foot, je kiffais, et j'ai pu... donc à ce moment-là, j'ai pas de... Moi, à ce niveau-là, j'ai pas de soucis. Je sais qu'il y en a qui peuvent avoir, ouais, mais je serais mon adolescence. Moi, non. Pour moi, ça, là, c'était... Je l'ai pas vécu comme c'est un sacrifice, parce que tu fais un choix, tu vois. Mais je l'ai pas ressenti comme un sacrifice. Au contraire, c'est un truc qui m'a épanoui, dans lequel j'étais bien. Donc, j'ai pas de soucis. Après, par contre, au niveau familial, quand tu passes pro, il y a des trucs que tu peux plus faire. Les fêtes de Noël, etc., enfin, où tu te situes, par exemple, c'était le Boxing Day, ma mère elle pouvait venir parfois, non, parce qu'il y a mon frère aussi qui était là. Donc, il y a des choses qui à ce niveau-là, sont plus compliquées. Et qu'il faut... Après, bien sûr, à un moment donné, tu veux un week-end avec tes amis, ça y a pas, Ouais. tu vois. Parce que, de toute façon, le week-end, tu joues. Normalement, dans la vie, alors que les gens qui vont au travail, on va dire du lundi au vendredi, le week-end, c'est leur temps libre. Toi, t'as ton temps libre souvent le dimanche ou le lundi. Et encore, là, je parle quand tu joues dans un club qui joue une fois par semaine. Parce que si tu joues tous les 3 jours, en fait, ton prochain temps libre, c'est l'été, quoi. Ouais, ok, je comprends. Très bien. Et forcément, c'est assez dingue parce que toi, tu es quand même un peu le témoin. C'est pour ça aussi que je veux t'inviter dans cette émission, de comment ça se passe quand on est un joueur de foot et que ça se passe très bien pour vous et que parfois ça se passe pas bien du tout. Qu'est-ce que toi, tu as remarqué qui est vraiment qui t'a vraiment sauté aux yeux, où tu te dis, ok, ça, il faut absolument que je le raconte, quand tu étais au plus haut de ta carrière par rapport à l'environnement des gens qui étaient autour de toi? Est-ce que tu as dû te protéger? Est-ce qu'il y a beaucoup de sollicitations? Est-ce qu'à un moment donné, tu sens aussi
comme on dit, les faux frères, tu vois. Moi, je dirais d'abord, je le ferai en plusieurs étapes. Quand D'accord. tu commences, quand tu passes pro, pour moi, c'est là la première étape où, on va dire, tu as le plus de personnes extérieures qui commencent à s'intéresser à toi parce qu'ils te découvrent. Tu te révèles en fait aux yeux du monde en termes de médiatique. Donc en même temps, bah, potentiellement, tu apportes à certaines personnes, que ce soit au niveau relationnel, que ce soit au niveau économique, parce que des gens qui vont venir pour te proposer des business, ou peu importe pour investir, etc. Moi, je peux t'aider, même des agents, etc. Parce qu'à ce moment-là, c'est la période où, en fait, en tant que jeune joueur, même pour ceux qui vont commencer aujourd'hui, en fait, il y a toute une carrière qui t'attend devant toi. Donc potentiellement, tu as une valeur marchande qui peut exploser, tu vois, donc, qui intéresse les gens. Parce que chacun aussi, en dehors, veut créer son business. Mhm. Et là, c'est là où c'est un peu compliqué parce qu'en fait, vu que tu ne connais pas le milieu du foot, tu vois, moi, par exemple, j'avais que ma maman, tu vois, Mhm. donc ma maman, ce qu'elle essaie de faire, c'est de me protéger. Après, les peu de gens qu'il y a dans le foot, enfin, en tout cas dans mon club standard, te disent certaines choses, tu vois, ils ne peuvent pas tout contrôler. Mhm. Donc c'est là le plus compliqué, c'est de savoir qui vont être les bonnes personnes qui vont pouvoir t'accompagner pour le début de ta carrière et la suite. Pour moi, je pense que c'est là le plus compliqué. Parce qu'après, normalement, quand tu passes les étapes et que tu es en haut, si ça s'est bien passé, tu as déjà les bonnes personnes autour de toi. Mhm. Soit un bon avocat, un bon conseiller fiscal, peu importe, etc. Donc là, c'est plus facile à être guidé. Et après, ben, bien sûr, ça dépend de ta personnalité, parce que tu vas avoir des sollicitations. Et clairement, bah oui, viens à mon restaurant, viens à mon ceci, viens à mon cela, ça, t'es invité partout, c'est gratuit. C'est une réalité, c'est comme ça, c'est pour tout le monde. Mhm. Et moi, je dis toujours, si tu arrives à ce niveau-là, profites-en, parce que demain, tu sais pas ce qui peut arriver. Mhm. Et si tu profites pas, ça sera un autre qui le fera. Donc au final, tu n'as rien volé à personne, prends ce que tu as à prendre, tu vois. Mhm. Donc moi, j'ai toujours été très lucide. Mhm. Et après, bien sûr, ben, il y a le niveau quand tu commences à redescendre. Bah, les gens te sollicitent moins, parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. Il faut pas oublier que le milieu du foot et le foot, c'est une voie très concurrentielle. Mhm. Et donc après, c'est là où... T'en as souffert de ça? non, parce que J'étais prêt. j'ai toujours été consciente. Mhm. Moi, dès que je commence, je suis lucide qu'en fait, un jour, tu es en haut, demain, tu peux être en bas. Parce qu'il faut savoir que moi, en fait, j'ai mon frère qui est handicapé. Mhm. Quand j'avais 1 an, qui a eu son accident à l'âge de 7 ans. Donc en fait, j'ai cette image qu'en fait, toujours au lendemain, ta vie elle s'arrête d'une certaine manière. Il est en chaise roulante aujourd'hui. Donc moi, j'ai grandi avec ça. Donc en fait, après, le transport dans le monde du foot, c'est pas un problème. J'ai connu ça toute ma vie. Quelque part, il t'a aidé. Tu vois, donc mon histoire de vie, mon enfance m'a aidé. C'est un malheur, son malheur, ça reste un malheur familial. Mais au final, moi, dans mon comportement et dans ma construction d'enfant, adolescent puis d'adulte, ben cet événement m'a aidé justement à intégrer en fait, que dans la vie, oui, un jour tu es en haut, un jour tu es en bas. Parce qu'en fait, être en haut dans le foot, puis par certaines blessures, ben, ça va moins bien, c'est une chose. Mais ça n'a encore rien à voir en fait le fait d'être un jeune garçon de 7 ans, comme mon frère, et du jour au lendemain tu peux plus rien faire. C'est rien comparé à ce que mon frère il a vécu. Bien Donc sûr. en fait pour moi j'arrive plus facilement à relativiser et à conscientiser ce qui peut arriver dans le milieu du foot, tu vois. Mais tu sais qu'il y a deux mondes. Il y a ceux qui vivent comme si tout pouvait s'arrêter demain, et il y a ceux qui vivent comme s'ils allaient jamais mourir. Oui. Oh non, non, il y en a, et j'en ai connu, et puis exactement. Parfois, tout est une question d'équilibre. Et ça, c'est. Ça veut dire que même à Manchester City, parce qu'à Manchester City, on le rappelle, c'est en 2014. Alors, selon certaines sources, toi tu dis que tu as été transféré 50 millions. Il y en a qui disent 45, Voilà, 50, certains disent 45. Voilà, parce que Transfermarkt, en fait, qui est une source de référence, parle de 45 millions. Et donc, c'était en août 2014. Mais à ce moment-là, je veux dire, tu pourrais très bien te dire, moi, Hakim Mangala, je touche plus terre. Je suis le défenseur le plus cher du monde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais non, parce que tu as vu, puisque de base, je sais que je suis un produit. Et en fait, si tu retrouves des interviews que je fais à ce moment-là, dès le début, je dis, mais en fait, c'est le résultat d'une négociation entre deux clubs. Mhm. C'est ma valeur marchande qui a été négociée pour pouvoir m'acheter. Mais aujourd'hui, en tant que joueur, j'ai cette image. Moi, en tant que joueur, je suis un joueur à l'époque, là, je crois que c'est en 2014, donc j'ai 23 ans. Mhm. Mais à 23 ans, j'ai toujours tout approuvé. J'ai une valeur marchande qui me dit oui, en fait, il faut que je réponde à cette valeur marchande, mais qui n'est qu'une. Enfin, qui n'est qu'une. Qui est une valeur marchande avec beaucoup d'argent. Mais après, sur le terrain, pour moi, il y a des choses beaucoup plus importantes à prouver et à réaliser, et sur lesquelles moi, j'étais extrêmement concentré. J'ai toujours été concentré sur le terrain. Tout ce qui était l'alentour, etc., tout ce qui pouvait se dire, la presse, la valeur, ça est partie du jeu.
Moi, personnellement, je l'ai toujours, ça fait partie du jeu. Et j'ai même dit, vous verrez que dans 1 an, 2 ans, mon record il sera battu. Mhm. Et mon record, il a été battu. L'année d'après, mon record, il est battu. Ah, c'était John Stones. Tu vois, mon record, il est battu. Mhm. Mais par contre, c'est vrai que je fais partie, je pense, hein, des pionniers où les défenseurs commencent à avoir une telle valeur marchande. Et on commence à avoir, et donc avoir cette pression, on va dire, extérieure. Ouais. Mais après, c'est toi comment tu la gères. Mhm. Toi, tu l'as géré comment, cette pression? En fait, moi, dès le début, tu as vu, je dissocie. Il y a la valeur marchande, oui, c'est d'accord, mais c'est le prix d'une négociation. Mais c'est bien parce que c'est reconnaissant, ça veut dire que j'ai fait du bon boulot. Ouais. D'accord, Ouais, ouais. je fais du bon boulot. Maintenant, c'est à moi d'essayer de prouver que je vaux cette valeur, que je peux continuer à progresser. Et ça, c'est un autre combat. Est-ce que en faisant ça, t'as pas un peu genre consciemment laissé de côté un peu le contrôle? T'as pas perdu un peu aussi le contrôle sur des intermédiaires qui pouvaient s'occuper de ton dossier et qui entre guillemets se disaient bon bah voilà, Hakim il sait que c'est un produit, etc. Du coup il regarde pas, on va faire le business et puis derrière on va le mettre au courant. Tu vois, par exemple le fameux truc qui était passé sur France 2 avec Elie Lucet où on a dit qu'il y avait 10% de toi liés aux tierces parties qui n'existent plus aujourd'hui, hein. Les third party ownership sont interdites par la FIFA. Mais c'est quand même quelque chose où on peut se dire, est-ce qu'à un moment donné, on n'a pas profité de toi et tout simplement de ton, peut-être même de ton ultra conscience, en disant mais de toute façon lui il le sait, on s'en fout, on va faire le business et puis tant que lui à un moment donné il a aussi un pourcentage qui lui revient businessment parlant, c'est bon, on va faire l'affaire avec lui, tu vois, parce que tu avais conscience de ça. Après, les gens ne savent pas, j'ai conscience de ça. Moi, je le sais, mais les gens ne le savent pas. Maintenant aujourd'hui tu le dis. Je le dis. Toi, tu le savais pas, même les gens autour de moi ne le savaient pas. Ce que moi, j'observe, mais je ne le dis pas. Je suis conscient avec moi-même, donc quand certaines choses arrivent, pas de problème. Mais pour revenir à ce que tu dis, en fait, encore une fois, justement, il y a un système qui est là, tu vois. Là, si tu prends le tierce parti, comme tu dis, en fait, au Portugal, il est autorisé depuis longtemps, il existe depuis. En fait, c'est pas moi qui suis venu inventer quelque chose. Parce que les gens commençaient à en faire une investigation, comme je suis un joueur français et que Général Marchand, comme c'est passé en France, donc c'était intéressant de le faire le truc sur moi. Mais le tierce parti existe bien avant moi. Et c'est ce qui permettait au club portugais de pouvoir survivre et de pouvoir acheter des joueurs, bah, ça permet de pouvoir m'acheter et de pouvoir derrière me vendre. Parce que sans ça, ils auraient pu m'acheter à la valeur que j'avais à ce moment-là. Peut-être que non, j'aurais pris quelqu'un d'autre. Donc moi, personnellement, dans mon cas, j'ai dit, bah, ça m'a aidé. Tout simplement. Ça a joué en ta faveur. Ça joue en ma faveur. Ok. Tu vois. Et derrière, au moins j'ai dû partir. Bah, le club récupère son argent, c'est pas récupère son argent. Moi, je prends mon argent, j'ai mon club et tout se passe bien. C'est pour ça que après, je parle de mon cas personnel parce que je sais pas s'il y a des autres cas qui ont eu des problèmes avec ça. Mais moi, dans mon cas, en fait, tout s'est passé en fait de manière fluide. C'est juste parce qu'à un moment donné, tu as le reportage qui vient rentrer en profondeur et tu dis mais attends, il y a des choses qui sont un peu compliquées. Mais individuellement parlant, j'ai pas eu de problème. Chacun a récupéré ce qu'il devait récupérer. Ça appartient, comment dire, Oui. entre Aux le gens club, qui possèdent, ouais, effectivement. parce qu'en fait, ils possèdent quoi? C'est tierce partie. Exactement. Maintenant, moi, ce que ça m'a empêché d'aller dans le club que je voulais et avoir la carrière que je voulais, pas du tout. Mais ce qui a attiré, en fait, si tu veux, les réactions liées à ton histoire, c'est qu'on se disait, zut, en fait, il a perdu le contrôle. Tu vois, les gens ont pensé ça, mais logiquement, puisqu'ils n'ont pas conscience du fait que toi, tu avais justement conscience et tu assumais le fait d'être un produit. Tu vois, c'est qu'ils se disaient, mais en fait, il se joue de lui, il profite de lui, et en fait, on prend une part de l'être humain et entre guillemets, on l'utilise comme tel, tu vois. Alors que non, puisque justement, le tiers parti existe depuis la nuit des temps au Portugal. C'était pas lié que à moi. On t'a jamais forcé à faire quelque chose que tu voulais pas faire, c'est ça que je veux dire. Jamais. Ok. Jamais. À ce niveau-là, jamais. C'est pour ça que là, je parle de mon cas. Je sais pas si d'autres, ça l'est arrivé, mais dans mon cas, en tout cas, ce n'est pas arrivé. Ouais, c'est clair. Ben, on va revenir justement sur ta carrière avec forcément l'explosion au Standard. Tu me disais tout à l'heure du côté du Standard de Liège, ça démarre quelque part encore suite à un transfert, mais pas le tien, celui de Marouane Fellaini qui quelque part va t'ouvrir les portes en fait. C'est grâce à lui que tu vas entrer dans cette équipe première du Standard et pouvoir montrer ce dont tu es capable comme milieu défensif à ce moment-là. Exactement. Puisque Marouane, il parle. Moi, je suis en équipe réserve avec José Jeunechamp, qui a entraîné les moins de 21. Et en fait, le dernier jour du mercato, Marouane, il part à Everton. À l'époque, pour 20-25. 21 millions d'euros. 21 millions d'euros, ouais. qui était énorme pour l'époque et pour Ouais. le transfert du Standard vers la première ligue. Ah, c'était un record. Hein. Donc,
En fait, t'as pas le temps de te retourner, donc ben, le club et Laszlo, ben, ils se retournent vers moi. Le lendemain, j'intègre le noyau pro. Et après, ben, je suis en tant que milieu défensif, parce que j'étais milieu défensif, moi, à ce moment-là. Hein. Mhm. Donc, on fait du poste pour poste. Et puis après, ben, ça va assez vite. Hein. Ça va assez vite, oui. Après une première année un peu plus compliquée, il y a eu des hauts et des bas parce que j'apprenais, mais j'étais super bien protégé. Et je trouve que, par exemple, tu vois, comparé aux effectifs d'aujourd'hui, comme j'avais énormément d'anciens dans l'équipe, quand ça allait moins bien sur le terrain ou autre, tu es toujours protégé. Mhm. Et c'est ce qui m'a permis, à un moment donné, justement, de pouvoir prendre le temps et de me développer. C'est ce qui fait que quand j'arrive dans ma deuxième saison, parce que j'en ai fait des bêtises la première saison. Je sais pas si tu te souviens, Mhm. le Classico Anderlecht, Standard Anderlecht. Anderlecht, Ouais. on joue contre Braga en Europa League le match 3 jours avant. Je me rappelle très bien, j'étais au Et stade. je joue, le coach me met latéral gauche, parce qu'en fait, en janvier, Dante il part. Mhm. Et il restait plus que Landry. Et le coach s'entendait pas trop avec Landry. Et donc il me dit, je vais tester latéral gauche. D'ailleurs, mon premier match titulaire, c'était contre Dender, où je fais une passe décisive après 2 minutes de jeu pour Milan Ivanovic. Donc il me laisse là. On joue aussi contre. Donc on arrive jusqu'au mois de février contre Braga. Je sais pas, c'était là? Oui, Là-bas? tout à fait, j'étais au stade. Ouais. Je me rappelle très bien, j'avais acheté la place, j'étais avec mon grand-père, qui aujourd'hui n'est plus parmi nous, et nous avions acheté une place. Ça coûtait à l'époque, ça coûtait 70 € la place. Et j'avais acheté 2 places et on était dans un pigeonnier en T2 à ce moment-là. Et il y avait beaucoup, beaucoup d'ambiance. Et effectivement, ça faisait partie des premiers gros matchs vraiment du standard. C'était de l'UEFA Europa League. Europa League. Ça On s'appelait dit la pas. Coupe UEFA encore à ce UEFA, on dit moment-là. UEFA Ouais. à ce moment. Exactement. Et on perd là-bas et enfin, on a pris le bouillon. Ouais. Et Steven se blesse. Et 3 jours après, on joue au Classico. Et donc là, il me met milieu défensif. Et je devais marquer qui? Mbar Boussouva. C'était Mbar Boussouva qui joue numéro 10. Mhm. Il me fait la misère, il met un but, je fais une erreur sur un coup franc, sur une faute avant, je fais une faute, derrière un coup franc but, on perd. Et après de là, j'ai plus joué. Mais comme en fait, bah, le coach s'est dit, bah, là, il faut protéger le petit, tu vois, donc il me met sur le côté. Après, toute l'équipe, elle s'est mise autour de moi, donc ça m'a permis de continuer à me développer. J'ai dû faire quelques petites entrées. Et mon dernier match que j'ai cette saison-là, bah, c'est la Gantoise, le dernier match de la saison. Je sais pas si tu te souviens du scénario. Quand Euh, Bolat, il arrête le penalty à la fin, ouais, bien sûr. et qu'après on fait la double confrontation contre Le fameux Anderlecht. test match. Fameux test match. C'était historique, ça. Test match, ils avaient créé exprès une mini compétition, un aller-retour avec une ambiance absolument dingue. Je pense qu'à ce moment-là, j'avais jamais senti Sclessin aussi en feu qu'à ce moment-là. Ben, je sais pas si tu te souviens, donc moi depuis ce match d'Anderlecht en février, Ouais. jusque ben, le mois de mai, non, je pense au mois de mai fin de saison, je suis plus un match titulaire. Et le dernier match, en fait, on a Marcos Camusato qui est suspendu. Mhm. Il est pris, c'était 3 cartons jaunes à l'époque, je sais plus, bref. Il était suspendu. Et le coach, à la base, dans son plan, c'est mettre Momo Sarr comme latéral droit. Mhm. Parce qu'en fait, on joue contre la Gantoise. Mais la Gantoise, à cette époque, il y avait qui? Comme allié gauche. Ah, il y avait Ruiz, Voilà. le costaricien. Il y avait une Ruiz. Mhm. Et son remplaçant, c'était qui? Je crois que c'était Yacine El Ghanassi. Voilà. Ouais. Donc, il décide de mettre Momo Sarr. Parce qu'il veut renforcer, on doit absolument gagner. Et en sens que Anderlecht faisait aussi, ben, un des champions où il y avait le test match. Mhm. Il y avait 2 matchs. Momo s'embrouille avec le coach. Ça se passe pas bien. Ouais. Embrouille et tout. Ça se prend le bec. Le coach lui dit rentre au vestiaire. On y va les 2 matchs. Mhm. Il me dit mon petit, toi j'ai latéral droit. Faut être fort à ce moment-là. Est-ce qu'il faut être fort? Est-ce que t'as le temps d'être fort? T'as pas le temps. T'as pas le temps d'être fort. Ok. Ok. Ouais, mais... Le soir on prenait, je sais plus, on jouait à la Gantoise, donc le soir on prenait le bus. Après l'entraînement on partait. Ça veut dire qu'à ce moment-là, c'est ce que tu dis, il n'y a pas le temps d'être fort, pas de préparation, Pas rien le du temps. tout. Il n'y a que le talent qui parle. Là c'est l'instinct. Ok. Toi, t'as pas le temps de penser le dernier. Toi, c'est pour ça que je dis que ça m'a protégé parce que dès ce faux match, il m'a sorti. Ça te permet de continuer à travailler, de te développer, etc. Puis il y a l'instinct, donc t'es plus mis en avant Mhm. parce que c'est eux qui prennent les responsabilités. Ouais. Donc il y a du temps qui est passé. Mais il faut savoir qu'à la base, je suis milieu défensif. Je suis gaucher. Déjà. Mhm. Latéral droit. Je suis contre Brian Ruiz qui fait une saison de fou. Mhm. Et franchement, ça se passe super bien. Ouais, t'as fait. Je fais un super match, je fais un gros match. Cette saison-là, c'était la saison de Gucci. Gucci faisait une saison de fou. Et à la fin, il glisse.
Il fait le penalty et la Bolat, il nous sauve. Incroyable. Ouais, c'était. Ouais. Et après, c'était fini. Le match test, c'est fini. Non, mais c'était fini le match test. C'est-à-dire que tu savais avant de les démarrer que tu allais gagner, que le match test, il Le allait match être pour test, le Standard. vu d'où on venait, par rapport à ce qu'on venait de faire, la saison qu'on venait de faire et ce dernier match, c'est fini. Puis on voit les images des joueurs d'Anderlecht qui sont joués contre Westerlo, si je dis pas de bêtises. Ils arrêtent de jouer pour voir ce qui se passe quand il y a le penalty. Donc pour eux, c'est bon. En fait, quand Bolat il arrête le penalty, pour eux, c'est un coup, psychologiquement. Mais nous, ça nous fait quoi? Ça nous booste. Fini, c'était fini. Et tu sais qu'il y a un match pour lequel le Standard ne t'oubliera jamais, et je pense que tu sais très très bien duquel je vais te parler, c'est évidemment le match à domicile face à Arsenal. Ouais. Un match extraordinaire. Et là, Kim, personne n'avait à ce moment-là, dans le stade, osé penser que tu allais avoir ce niveau-là face à des joueurs. À l'époque, il y avait Arshavin, Niklas Bentner, il y avait de la qualité dans ce milieu de terrain. Je pense que même de mémoire, Fabregas était dans le cœur du jeu. Abu Dhabi. Abu Dhabi, t'avais vraiment une équipe d'Arsenal exceptionnelle à ce moment-là. Je crois que Arsène Wenger était encore l'entraîneur de mémoire. Tu marques dès la 5e minute de jeu. Je n'avais jamais autant vu des supporters exploser à ce moment-là dans ton but. Tu me donnes des frissons là. C'était incroyable. Non, mais ce moment-là, il est incroyable. Pour moi, c'est un des meilleurs moments de ma carrière. Le premier match de l'histoire du club. On joue contre Arsenal. Clessin est en ébullition. Et là, 5 minutes de jeu. Pose pas de questions, ballon il revient, je tire, c'est au fond. Tout le monde me saute dessus, c'est du grand n'importe quoi, t'as même pas le temps de penser. Tu réalises même pas ce qui se passe en fait. Et là tu dis, ah ouais. Et puis Milan derrière qui met le deuxième but. Et là t'as le stade, il est totalement en feu. Après sur la durée, on perd 3-2. Mais ce qu'on a fait, c'était exceptionnel aux yeux de l'Europe. Et même moi individuellement, parlant, par exemple, à ce match-là, il y avait à l'époque Bogossian, qui était l'entraîneur adjoint de Domenech, qui était venu voir les Français d'Arsenal, tu vois. Et après, on lui a dit, mais le petit là, c'est un Français. Parce qu'on ne me connaissait pas en France. Parce que j'ai fait toute ma formation en Belgique, donc on ne me connaissait pas. Je n'étais pas dans les papiers. Ah oui, tu viens de Wépion, toi, puis ensuite l'UR Namur, c'est ça? C'est ça, j'ai fait Lustin, Wépion, UR Namur, et après, je suis arrivé au Standard. Donc en fait, on ne me connaissait pas en France. Et c'est à ce match-là que je me suis révélé aussi à l'Europe et par rapport à la France. Et ce qui fait que dans la foulée, je pense 1 mois ou 2 mois après, je joue en équipe de France Espoir, alors que j'ai que 18 ans. Mais tu sais que ça, c'est le plus paradoxal dans la carrière d'un footballeur, c'est que on se rappelle avec émotion et plaisir et bonheur, et tu disais tout à l'heure, j'ai des frissons, moi aussi quand j'en parle, c'est vraiment extraordinaire, d'une défaite. Au final, c'est un match que le Standard perd, mais on retire des émotions incroyables d'un match qui est vraiment, aujourd'hui on peut le dire, dans l'histoire du Standard de Liège, quoi. Déjà, c'est le premier match de l'histoire en Champions League. Puis en fait, quand tu vois le scénario du match, en fait, tu gagnes 2-0 après 10 minutes. Mais personne ne s'attend à ça. Personne. Donc en fait, t'as tout le stade, comme je dis, il est en ébullition. Même nous, on est en feu. On se donne tous les uns pour les autres. On lâche rien. On y va. C'est une énorme débauche d'émotions, d'énergie énorme dans ce match. En fait, tu sens cette communion entre nous et les supporters. En fait, on n'était pas tout seul là. Tu vois, c'était pas du 11 contre 11. On était 12. Est-ce qu'à ce moment-là, tu la sens, la débauche d'énergie? Parce que tu as tellement d'adrénaline que Non. je me dis... Tu sens pas, juste tu voles en fait. Tu voles, voilà, exactement. J'allais dire tu planes, mais là tu voles. Il n'y a pas de... Mais même après qu'on s'arrête, tu as un mix d'être déçu parce que tu as perdu. Mais en même temps, les gars, les Standards, c'est notre première fois en Champions League. Arsenal, il joue à Champions League chaque année. Les gars, ce qu'on a fait, c'est magnifique. Il faut qu'on soit fiers de nous. T'as conscient d'avoir vécu un grand moment. Ouais, non, c'est un grand moment. Ah, c'est exceptionnel. Ouais. C'est vraiment exceptionnel et merci de le raconter parce que c'est important aussi que ce soit quelque part non pas seulement des titres glanés, pas seulement des prix de transfert, etc., mais surtout des événements qui sont cristallisés. Et qui unissent. Tu sens quand... Et ça, en fait, ce qui est bien à Sclessin, ça, c'est l'ADN de Sclessin et du Standard. En tout cas, celle que j'ai connue, c'est que tu peux perdre. Mais si tu as tout donné, tu as joué à l'image de tes supporters, ils ne se retourneront pas contre toi. Tu serais prêt à revenir au Standard aujourd'hui?
tu es joueur libre, tu as 34 ans, tu peux apporter ton expérience, tu as vécu des moments très importants qu'on vient de décrire aujourd'hui. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te plaire, sachant qu'on le rappelle, tu es toujours joueur libre, tu peux toujours signer dans un club, qu'importe lequel, qui pourrait te plaire et qui pourrait te faire une proposition. Bah, bien sûr, revenir à Sclessin, pour moi, c'est plus que positif. Sclessin, c'est là que j'ai commencé. En fait, c'est comme revenir à la maison. Euh, donc, bien sûr, ça serait super. Je serais tellement content. En plus, il y a une jeunesse aujourd'hui qui est là. Puis, il y a une académie aussi où je pense qui a toujours qui a fait la force, en tout cas par le passé. Et je pense que tous ces jeunes ont besoin d'encadrement aussi. Et ça, aujourd'hui, à mon âge, avec mon expérience, c'est quelque chose que je peux apporter énormément dans un effectif. Et donc, oui, une dernière page à Sclessin, Mhm. ça serait merveilleux, ça serait magnifique. Et tu te sens capable d'aller aider physiquement, même tes coéquipiers, etc. Tu te sens prêt à un moment donné être Mais totalement. présent. Ça, en fait, c'est ça qui est ça le beau challenge. Je montre aux petits que, ouais, peut-être vous êtes jeunes, mais moi, à 34 ans aujourd'hui, je peux courir autant que vous. Je peux vous montrer c'est quoi s'entraîner dur tous les jours et puis arriver sur le terrain le week-end avec une détermination. Et c'est ce que les petits ils ont besoin aujourd'hui. Ils ont beaucoup de talent, mais je trouve qu'aujourd'hui, il y a ce côté-là, en fait, en termes de préparation et d'être toujours au taquet, vouloir plus chaque jour, qui aujourd'hui fait défaut. Et moi, ça, je sais que je l'ai. Il y a un truc que tu m'as dit la dernière fois qu'on s'est eu au téléphone, c'est la semaine dernière, je pense. Tu m'as dit, il y a quelque chose que je trouve dommage, c'est qu'on n'ose pas parfois m'approcher parce qu'on pense que Elaki Mangala, il est trop cher, ou Elaki Mangala, c'est difficile de lui proposer quelque chose parce que t'as quelque chose un peu de... Comme si t'étais un peu inatteignable en se disant, mais ce mec, qu'est-ce qui viendrait chez nous ? Il a tellement gagné en termes financiers, etc. Est-ce que parfois tu fais pas un peu peur, en fait, tout simplement ? Bah oui, mais après, c'est un peu logique, hein, parce que et ça m'est déjà arrivé, hein, de dire, mais en fait, on pensait pas que... Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, ça dépend de la personnalité de chacun, ce que tu as envie de faire. Moi, aujourd'hui, je suis à un âge où, en fait, je suis pas chercher de l'argent. Tu vois, j'ai envie de jouer, j'ai envie d'être compétitif. Tu vois, j'ai toujours été animé par la compétition. Grâce à Dieu, aujourd'hui, au niveau financier, je suis bien, j'ai bien gagné, il n'y a pas de souci. Mais aujourd'hui, en fait, c'est vraiment terminer ma carrière dans de bonnes conditions. Quand je parle comme ça, avoir un bon projet où on peut être compétitif, où je peux encore sentir, tu vois, ce quotidien où tu es dans un groupe où on partage, on a un objectif et qu'on va aller vers de l'avant et d'être performant. Moi, c'est vraiment ça aujourd'hui qui m'anime au niveau du football, tu vois. Et quand je t'entends, j'ai vraiment l'impression que tu n'as pas encore terminé ton aventure dans le monde du foot. Est-ce que c'est bon le ressenti que j'ai ou pas ? Ouais, je pense que... Bah là, on parle de foot en tant que En joueur. tant que footballeur, bien sûr. Mais je pense que... Là, par exemple, tu vois, ben, j'ai profité un peu du temps que j'avais pour passer... je fais un cours de directeur sportif Mhm. avec la fédération portugaise, par exemple. Donc, c'est quelque chose qui, oui, bien sûr, par l'après, je pense que je resterai dans le football. Oui. Mais ça, c'est pour l'après. Mais je veux dire, aujourd'hui, jouer au football Ah encore, oui. c'est quelque chose qui t'excite encore. C'est ça que je veux dire. C'est Oui, pas oui. que Oh, tu non, es non, tout de non. suite en train Ah de ouais, penser non, à non. autre chose. Non, c'est ça que oui, non, c'est pour ça que je te dis aujourd'hui, clairement, mon objectif numéro un, c'est jouer au football. Et tu veux terminer, c'est quoi en fait ta volonté de continuer ? Parce que si tu veux, toi, tu as gagné, tu l'as dit, déjà de l'argent, etc. Tu es bien. En fait, Est-ce que t'as envie, qu'est-ce que tu as envie de faire en continuant à jouer ? Tu pourrais t'arrêter. à partir du moment où je sens encore, tu vois, cette flamme ici, tu vois, ce que je dis, que tu vas t'entraîner, tu vas pour un objectif. Tu es dans un groupe et tu sens que vous luttez encore pour un objectif. Tant que j'ai ça encore, Tu sens le manque. tu vois, je sens que... Je- Mais si j'avais pas ça, pourquoi je vais devoir aller jouer avec des petits, avec tout le respect que je leur dois, aller faire les mises au vert, parfois être sur le banc et faire les courses après, parce qu'il faut... Si j'ai plus ça, bah j'arrête. Mais je sens que non, tu vois, ça encore en moi, qu'il faut faire les courses, je vais les faire. S'il faut aller, il faut aller faire les 80 minutes, je vais les faire. Si à un moment donné je dois être sur le banc, parce que sur le banc, je serai sur le banc, il n'y a pas de problème, je serai là pour le groupe. Tu vois, tout ça en fait, je l'ai encore en moi, j'ai pas de problème à le faire et à l'assumer. Mhm. C'est intéressant, très intéressant. Et là, Kimangala a encore le feu. Et pour le reste de cette interview, bien sûr, on se retrouve dans quelques instants. Si vous êtes avec nous sur LN24, ce sera juste après ceci.
Et on est de retour avec Elakim Mangala, entretien absolument passionnant. Merci en tout cas encore d'être avec nous, Elakim. Je voulais m'adresser maintenant aux leaders, parce que ce qu'on m'a dit souvent, c'est qu'Elakim Mangala, partout où il est passé, de Porto au Standard, à Manchester City, il a quand même souvent dégagé une forme de leadership naturel. Cette confiance en toi, tu la sors d'où? Non, après, je pense que des gens qui naissent leaders, d'autres qui le deviennent. Mhm. Euh, Après, il y a plusieurs, pour moi, hein, il y a plusieurs sortes de leaders, tu vois. Après, il y a un truc, c'est que j'ai toujours été déterminé, j'ai toujours su ce que je voulais. En tout cas, Mhm. pas moi, je sais ce que je veux. Je fais les choses pour, tu vois. Et il y a des trucs où je négocie pas, tu vois. Dans mon travail, dans Mhm. mon engagement, sur le terrain des choses, en fait, ça, c'est innégociable, par exemple, tu vois. Donc, ce qui fait que, par cette attitude, par ce mindset, tu vois, Mhm. ça fait qu'automatiquement, à un moment donné, pour une personne qui n'est pas dedans, par exemple, c'est pas, il n'y a rien de péjoratif, mais qui est pas Bien sûr. sensible, en fait, à un moment donné, tu dis wow. Et donc, automatiquement, tu deviens un peu un exemple. Tu vois, je suis pas le mec qui va crier sur les gens. Enfin, je vais pas te dire de faire ça. Mais juste par rapport à mon travail, et ce que je représente, ce que je fais au quotidien, que ce soit je fais en salle, je fais mes soins, après, ce que j'y mets comme ingrédient pendant l'entraînement, fait qu'à un moment donné, automatiquement, ça impacte sur le reste, tu vois. Mhm. Comment tu la travailles justement, cette fameuse confiance en toi? Est-ce que c'est quelque chose d'inné ou est-ce que c'est quelque chose qui tous les jours, à travers des entraînements, à travers, je sais pas moi, de la nutrition, les discussions avec des gens, comment est-ce qu'on entretient une confiance en soi? Après, entretien une confiance en soi, je dirais que, encore une fois, ça dépend les événements qu'il y a dans ta vie. Mais personnellement, moi, ça vient de mon travail, de mon attitude, de ce que je fais au quotidien. C'est pas là, il faut que je sois confiant. Souvent, ça, c'est le résultat de ce que j'ai fait auparavant. Tu vois. Mhm. Euh, et comme j'aime ce côté préparatif, soit tactique ou physique, mental. Quand je dis mental, c'est par exemple une semaine où je sais pas, j'ai un match sur la semaine. Il y a un moment donné, par exemple, j'allais te dire, ben, si on joue le samedi, 2 jours avant match, pour moi, en fait, c'est important de couper. Donc, on fait le massage et récup. Mais ce que j'allais, par exemple, ajouter chez moi, j'allais faire un travail de yoga ou de respiration pour permettre vraiment à mon corps de se relâcher. Le lendemain, on repart sur un truc beaucoup plus dynamique, tu vois, à l'entraînement. Et là, je me mets dans un mindset, ok, j'ai eu ma coupure, maintenant on repart. Donc, en fait, j'ai des petits trucs avec moi que je fais naturellement, en fait, tout- des tout petits trucs que j'ai mis en place, comme tu veux dire l'alimentation. Par exemple, 2 jours avant moi, j'allais pas manger de viande, Pas de viande? par Ok. exemple. Tu vois, pourquoi? Parce que la viande, c'est plus dur. Je parle de l'époque, parce que maintenant je mange plus de viande. Mais à l'époque, quand je mangeais encore de la viande, c'est plus dur à digérer, par exemple. Ça prend plus de temps à digérer. Donc je viens de faire 3 grosses sessions sur la semaine ou 2, par exemple. C'est-à-dire que ton corps il est en train de récupérer. Là, je suis à 2 jours avant match. Donc c'est moi ce que j'appelle le moment où Mhm. tu coupes. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est aussi que mon système digestif travaille le moins possible pour permettre à mon corps de récupérer de ce qu'il a déjà dépensé pour renouveler l'énergie pour que dans 2 jours, je sois le plus frais possible avec le plus d'énergie. Tu vois, je suis déjà dans un mindset un peu, je sais pas si on peut dire biohacking parce que Mhm. c'est un mot observant, mais dans cette conscientisation de tout ce qui peut m'apporter. Et c'est tous ces petits trucs que tu mets en place, que j'ai mis en place en tout cas, qui te permettent d'arriver à un moment donné avec une certaine certitude, tu vois. Ça Parce veut que, dire que tu enchaînais les légumes et les sucres lents en priorité à ce moment-là. voilà. Ok, d'accord, c'est intéressant. Après, ça évolue, hein. J'ai pas fait pendant toutes mes années. Mais du moment où je sentais que j'avais besoin de ça, bah, je faisais ça. J'ai fait ça, moi. Mais ça veut dire que par exemple, toi, tu étais quelqu'un qui surveillait énormément ton alimentation et ça, ça ne te faisait pas souffrir. C'est pas quelque chose qui te manquait, tu vois. Ça, c'est intéressant que tu dis ça parce que j'ai eu cette conversation euh, justement hier avec un ancien coéquipier d'ailleurs. Et que j'ai justement, moi en fait, je me suis rendu compte qu'il y a des joueurs qui souffraient, tu vois, de faire attention à manger. Ça, c'est un truc qui faisait en plus pour pouvoir être bien. Parce que moi, en fait, naturellement, c'est-à-dire que même si je joue pas au foot, je mange comme ça. Mhm. Tu vois, donc pour moi, en fait, ça n'a jamais été un effort. Toi, t'es vegan aujourd'hui Aujourd'hui, je mange plus ou, d'un peu de poisson. ou Je t'es mange des œufs. végétarien? Je mange des œufs. Enfin, j'ai repris les œufs. Ok.
Ça fait 1 an que j'ai repris les œufs. Mais j'avais retiré les œufs, viande et poissons. Qu'est-ce que tu retires de cette alimentation-là, qui est forcément une alimentation avec moins de viande? Et c'est quoi, elle vient d'où cette décision? Parce que, bon voilà, tu es d'origine congolaise, là-bas on mange beaucoup de viande, etc. C'est culturel, on peut penser notamment au poulet, on peut penser à la chèvre, etc. Il y a beaucoup de bons plats qui sont faits notamment à base de ça. Pourtant, bah, toi, tu as décidé d'arrêter. Encore une fois, tu me dis ça ne te manque pas, c'est ce que je viens d'entendre. Mais alors, la décision, elle est plus profonde, elle vient d'où? Est-ce que c'est une question de digestion? Est-ce que c'est une question de performance sur le terrain? En fait, je sais pas si tu connais, si tu as vu l'émission de Game Changer sur Netflix avec Arnold Schwarzenegger et Lewis Hamilton. Ça parlait justement en fait de personnes véganes. Et sauf que là, ben, ils expliquaient un peu par rapport au sport, ce que ça faisait, ils ont des comparaisons. Et je me suis dit, mais quand je me suis dit, ah, mais ça, je savais pas, j'ai appris pas mal de petits trucs. Et je me suis dit, c'est quoi, je vais. Mais là, je pensais vraiment dans une optique performance et termes de récupération, tout ce qui peut t'apporter en fait. Je me suis dit, c'est quoi, je vais essayer pendant 1 mois. En fait, je regardais l'émission le soir, je sais plus c'était quel jour. Le lendemain, je coupe. Je me dis, je pars sur 1 mois, vas-y, on va essayer. Voilà. Et ça t'a jamais lâché, quoi. En fait, après 1 mois, j'ai dit, mais je ne peux pas revenir à ce que j'avais avant. Parce qu'en fait, la sensation que j'avais. En fait, je me suis rendu compte, par exemple, le ventre beaucoup moins ballonné, beaucoup plus léger, sans perdre de poids. Sensation de légèreté, sommeil bien plus profond. J'ai dit, en fait, ça n'a pas de sens de revenir à ce que je ressentais avant, ça n'a pas de sens. Mhm. Et tu compensais par quoi parce qu'il y a bien des moments où, à un moment donné, ces choses-là, tu me dis, te manquent, ou alors que tu as peut-être besoin d'autre chose. Est-ce que tu avais un autre péché mignon sur lequel tu venais te rattraper, ou plus du tout? Pour toi, la nourriture n'a jamais été un facteur de plaisir chez toi. C'est pas, tu cherchais pas ton plaisir dans la nourriture, c'est ça que je veux dire. Donc tu l'as utilisé comme un carburant. En fait, je pense qu'à partir de là, en fait, à partir de l'émission, je me suis plus rendu compte qu'en fait, justement qu'avant, voilà, avant ça, je mangeais plus par plaisir. Mhm. Mais qu'en fait, si je pense vraiment à mon bien-être, en fait, la nourriture, à la base, c'est un carburant. C'est pour nous nourrir. Après, on est dans une société où tout est fait, le plaisir existe, il n'y a pas de problème. Je peux aller au McDo aujourd'hui, aller me prendre un hamburger, un hamburger végétal, c'est des hamburgers aujourd'hui Veggie. veggie, tu vois. Ça va me faire un plaisir. Ouais. Mais c'est vrai que la plupart du temps, je mange plus pour me nourrir, c'est pas autant pour le plaisir, tu vois. Je mange pour ce que ça m'apporte. Ouais. Pas en termes plaisir, mais en termes d'alimentation, en termes de... c'est plus dans ce sens-là. Ouais. Et je voulais te demander justement concernant tes peurs, tes angoisses, etc. Est-ce que l'alimentation joue aussi par rapport à cette fameuse confiance en toi qui pourrait, par exemple, sur le terrain, t'aider à avoir moins de peur, moins d'angoisse, etc. Ou toi, tu dissocies complètement ces deux choses-là. C'est-à-dire que toi, tu t'alimentes pour être performant, mais sur le terrain, tu as forcément peut-être moins d'inquiétude sur ta performance parce que tu sais qu'en amont, tu as préparé en mangeant correctement, ou ça n'a pas de lien de cause à effet pour toi? C'est pas lié à une peur, mais par contre, j'ai pu remarquer que si j'avais mangé un peu trop la veille, par exemple, quand je dis trop la veille, c'est pas souvent des pâtes, parce qu'il faut manger des pâtes. En fonction de l'heure que tu joues, si j'ai pas eu le temps d'avoir digéré, parce qu'en fonction de si tu joues à midi ou si tu joues à 15h, si tu joues à 20h, c'est pas la même chose, temps de digestion. Tu peux sentir un peu cet effet un peu plus lourd, ou encore ton estomac encore en train de digérer, tu vois. Donc c'est plus par rapport à un truc comme ça, mais c'est pas une peur, c'est juste que ça te permet de savoir, ok, si je joue à cette heure-là, ça c'est mieux, je mange pas. Tu deviens un peu comme une Formule 1 en fait. Ouais, tout à C'est fait. une Formule 1 qui va faire un tour en piste, qui fait un réglage. Moi c'était un peu plus comme ça, tu vois. Tu sais que les joueurs, ils se vannent souvent, j'ai vu ça, j'ai entendu ça dans différentes émissions, ils se vannent souvent sur lequel mange plus que l'autre et tout ça. C'est vrai que c'est un truc qui est beaucoup regardé dans les vestiaires, genre vous vannez un peu sur ce genre d'aspect-là? Tu sais, il y a toujours celui qui vient avec son assiette ultra remplie et on lui dit, mais c'est ton anniversaire, on dirait un gâteau, tu vois. Bon anniversaire, hein. Il y a toujours un peu cette blague qui... C'est vrai, franchement, ça existe vraiment alors ce Ouais, truc. ça existe. Parce que j'avais vu deux, trois anecdotes sur ça, mais je me suis dit non, mais c'est de la vanne. Non, ça C'est existe. faux, vraiment. C'est réel, c'est réel. Je me rappelle aussi de l'anecdote de Fabrice Pancrate avec ses fameux 2 saumons. Il pensait pas qu'il allait être titulaire. Il mange ses 2 saumons et puis derrière il sort et il voit la feuille de match et il est titulaire. Il avait envie de vomir quand il était sur le terrain à cause de ça.
Ouais, c'est ça, faut faire un peu attention, tu vois, mais après, encore une fois, chacun est sensible, Mhm. chacun a sa sensibilité à la nourriture, tu On parlait tout à l'heure de la confiance, je voulais rester sur ce sujet. Jusqu'où toi tu vas justement par amitié pour quelqu'un ou dans la relation avec une personne? Où est-ce que tu poses la limite en termes de confiance? vois. C'est un peu compliqué, hein, Je te fais confiance, mais je te fais pas confiance. Je sais pas comment t'expliquer. Tu- Dis-le avec tes mots. Si tu... Je pars du principe, ça Mhm. dépend quelle est la personne, en fait, déjà, avec qui tu communiques. Mais une personne que je ne connais pas. Mais moi maintenant, mais beaucoup plus avant. Et on me l'a fait remarquer, c'est qu'avant j'étais très, tu viens un peu sûr, très fermé. Mhm. Donc souvent on me dit, ouais, t'es assez fermé. Parce que malheureusement, ça, moi j'appelle ça un défaut, un défaut de la profession. Mhm. C'est vu que justement au début on dit fais attention, on dit toujours fais attention à qui vient te voir. Donc premier contact, tu te fermes, tu vois, parce que tu sais pas. Donc moi ce que je fais à ce moment-là, j'attends de voir pourquoi tu es là, pourquoi tu me parles, etc. Puis si je vois en fonction vers quoi tu tends, parfois je commençais à détendre un peu, je donnais des ouvertures. Donc c'est toujours un peu dans le côté, ok, je suis là, je me retire pas, mais je suis protégé, tu vois. Aujourd'hui, non. Mhm. D'abord, je t'accueille, pas de problème. Je pars du principe qu'au final, on reste quand même au-delà du foot, on est des êtres humains, tu vois. Mhm. Et je pars pas dans la posture, en fait, foot, je pars dans le principe humain. Ça veut pas dire que la personne ne veut pas me voir parce que je suis un joueur de foot. Mais moi, de moi-même, je pars dans le principe d'abord qu'on est des êtres humains. Non, mais la confiance aujourd'hui, c'est un facteur important. C'est pour ça que j'en parle beaucoup dans cette émission, notamment dans la relation avec les agents. Ouais. Toi, tu as eu parfois des difficultés ou est-ce que parfois on a abusé de ta confiance ou ça s'est toujours bien passé dans cet aspect-là des choses? Non, cet aspect-là des choses avec les agents, pourquoi j'en ai pas eu beaucoup, hein. Mais c'est pour ça que je dis en fait, moi, à ce niveau-là, j'ai eu de la chance de rencontrer les bonnes personnes. Moi, je dirais plus que c'est une chance, parce que je suis plutôt sur quelqu'un de totalement. Mhm, C'est super compliqué, hein. Surtout, ça, je parle surtout du début. Le début, quand tu commences, j'ai eu beaucoup d'argent. mhm. Ah, moi, je peux t'amener par-ci, moi, je peux t'amener par-là, nanana. Il y a eu cette période. Et là, en fait, voilà, ce que tu cherches à faire, en fait, à ce moment-là, et ce que ma mère surtout a beaucoup fait, c'est passer par des personnes qu'elle peut connaître, qui sont dans du milieu, qui peuvent te dire, lui, en fait, c'est une bonne personne. C'est quand tu as plusieurs personnes qui disent, non, lui, en fait, c'est une bonne personne, voilà ce qu'il a fait pour moi, voilà ce qu'il a fait aussi pour moi. À ce moment, tu dis, bon, en fait, là, tu peux essayer de travailler avec cette personne. Mhm. Si tu n'as pas beaucoup de retours d'autres personnes, Ouais, c'est compliqué, ouais. Ou alors des retours négatifs, ça peut aussi jouer. Mais du coup, ta maman a eu beaucoup d'impact sur tes choix de carrière. Est-ce que tu non. l'as consultée souvent ou parce Pas les, que là, elle a été souvent sollicitée forcément par les pas les agents. choix, pas les choix de carrière, Ouais. mais maman a directement essayé de comprendre le milieu en dehors, essayer de trouver les personnes qui peuvent m'encadrer justement pour m'accompagner. Mhm. Soit en termes d'avocat, fiscaliste, trucs comme ça a demandé à des personnes pour voir qui pouvait justement s'occuper de moi. Donc à ce niveau-là, oui, elle a eu beaucoup d'impact. Pour la plupart des gens avec qui je travaille aujourd'hui, même Christian de la com, que toi tu connais, Oui, bien sûr. ça a été fait via ma mère quand j'étais plus jeune, etc. Tu vois, via des amis en commun. Et c'est là où c'est plus facile quand c'est via des amis en commun et qu'en plus, j'étais pas seulement dans le football. Ouais, je comprends. Mais tu sais que, au vu de ton parcours, moi, je me suis souvent dit, et là, tu l'as expliqué tout à l'heure avec un frère qui est notamment handicapé, j'ai l'impression que tu as dû grandir plus vite. C'est pour ça que je t'ai dit au début, en fait, moi, mon histoire avec mon frère, mon histoire de vie étant petit, m'a fait grandir plus vite, être beaucoup plus lucide plus vite et être beaucoup plus pragmatique Notamment sur cet aspect des choses, hein, c'est et pour ça que je réaliste. le dis à Ouais, ce ouais. moment-là. Donc, ouais, parce qu'en plus, d'ailleurs, j'ai 17 ans, en fait. Je te dis, Mhm. je suis encore à l'école quand je suis en pro, donc faut basculer, en fait. Mhm. Donc, en fait, tu es obligé de, à ce niveau-là, enfin, tu es obligé. En tout cas, moi, c'est ce qui s'est passé. Parce que c'est pas tout le monde, en plus, ça dépend de chacun, mais moi, rapidement, j'ai basculé à comprendre ce qui se passe. Et encore une fois, je te répète, comparé aujourd'hui, c'est que dans le vestiaire, il n'y avait que des anciens. Donc j'ai que des exemples de vieux, j'ai des conversations, enfin des vieux, des conversations vraiment d'adultes, tu vois, qui n'ont rien à voir avec les mêmes. Donc tu es là au milieu d'eux, t'écoutes.
Comment tu apprends aussi par rapport à ça, tu vois. Tu es Mhm. encadré par ces personnes, d'une certaine manière, par ces personnes-là. Même si je trouve que, comparé à nous aujourd'hui, notre génération, qui sont considérés comme les anciens dans un vestiaire, il y avait moins de dialogue ouvert que nous on peut avoir avec les jeunes d'aujourd'hui. Explique-moi. Bah, par exemple, il y a des trucs que nous, avec les jeunes d'aujourd'hui, moi j'ai des relations avec des jeunes quand l'année passée, quand j'étais sur le même quand j'étais à Saint-Etienne, on va parler de tout. On va dire comme ça, je vais déjà dire, toi, attention à tes finances, attention à ton plan de carrière, ce que tu veux, etc. Pour progresser, à un moment donné, tu peux te retrouver à être confronté à telle situation. Ou même des moments que la personne elle vit au moment même, une frustration. Alors en fait, à l'époque, les anciens, en fait, s'ils pouvaient t'enfoncer à ce niveau-là. Ça les Mhm. arrangeait pas, en fait, de... Ils ne sont pas tous, hein, parce que bien sûr, mais la plupart des anciens, ça les arrangeait pas, en fait, qu'un jeune vienne débarquer pour prendre ta place, tu vois. Ah, ils n'avaient pas conscience qu'en fait, il y avait à manger pour tout le monde. Exactement. Ok. Tu vois. Parce qu'en fait, il y a à manger pour tout le monde, en vérité. Ouais. Mais malgré tout, il ne faut pas oublier que oui, il y a de la concurrence. Mhm. On est dans la même position, on se bat pour la même place. Mais c'est pas pour autant que derrière, on peut pas avoir une discussion en tant qu'être humain et essayer de, tu vois, de se passer des conseils. Mhm. Et ça, je trouve ça a changé comparé à ma génération, quand moi j'ai commencé, tu vois. Tu parles de concurrence, c'est intéressant parce que j'ai regardé un peu ton parcours, notamment en équipe de France. Donc, tu as 8 sélections, tu as fait tes débuts en 2013. Euh, Quart de finale à l'Euro 2016 contre l'Islande. Oui, Et tu es resté sur le banc pendant toute la Coupe du Monde 2014. C'est une Coupe du Monde, je crois que c'était au Brésil, Brésil de mémoire. 2014. Ouais, ça déjà, ça doit être un rêve absolument incroyable d'être au Brésil. Mais qu'est-ce qui t'a manqué par rapport justement à la concurrence en équipe de France pour aller chercher cette place de titulaire indiscutable? Bah, déjà, faut se rappeler d'un truc. Je fais partie des. À l'époque, c'est 23 meilleurs joueurs en 2014, 23 meilleurs joueurs en 2016. Ah, ça, c'est exceptionnel. Hein. J'ai la chance d'avoir vécu Coupe du Monde 2014, le pays du football. D'avoir connu l'Euro dans mon propre pays. Expérience incroyable. Après, il y a une concurrence, il y a un niveau de joueurs qui sont là en fait, qui fait que à un moment donné, le coach fait un choix pour telle et telle raison, tu vois. Donc ça se joue à des petits trucs. À un moment donné, un joueur qui a un peu plus d'expérience, à un moment donné, un joueur qui arrive dans son moment, un profil que le coach il préfère, le moment présent par rapport à un match. Après, il y a plein de facteurs, tu vois. Tu peux pas dire que tu étais moins fort que ces joueurs-là, qui étaient à ce moment-là titulaires en équipe de France, 2014 et en 2016. Peut-être en 2014, Mhm. parce que je venais d'arriver, peut-être en 2014, et après ça joue aussi par rapport à l'expérience, le vécu en équipe de France, que Deschamps pour l'équipe de France. Parce que tu sors d'une grosse saison avec Porto à ce moment-là. Hein, Ouais. donc, tu es transféré qu'en août 2014. Ouais, Donc, tu as quand même la Coupe du Monde où. Allez, c'est une belle saison pour la Mangala, ouais, quoi. mais il faut oublier qu'après, bon, ça c'est connaissant le Deschamps, il y a aussi ce vécu en équipe de France. Ok. Et à ce niveau-là, je pars peut-être. Par contre, en 2016, je pense pas que je suis moins fort. Et après, là, c'est le coach qui fait son choix. Mhm. Ouais, parce que à ce moment-là, tu avais quand même des Voilà. saisons de première ligue dans les pattes, quoi. Donc, ça, forcément, c'est pour ça que je me dis. Est-ce que toi-même, tu t'estimais moins fort qualitativement que les joueurs qui étaient. En 2016, je me considère pas moins fort. En 2014, je viens, tu vois, mais en 2016, je me considère pas moins fort. Et donc, qu'est-ce qui t'a manqué en équipe de France? Que le coach me mette sur le terrain. L'opportunité qu'on te fasse jouer. Est-ce que ça, parfois, t'en as souffert de ton parcours en équipe de France? Pour toi, c'est un espèce de truc qui n'a pas de fin, qui te manque quand même? Un petit quelque chose? Je, je- je- En tant que compétiteur, tu veux toujours plus, tu vois, ce qui est normal. Mais en fait, peu importe quel club, pour moi, peu importe quel club, à part peut-être le Standard et Porto, parce qu'en fait, on va dire que je suis arrivé à la fin du jeu. Parce Mhm. qu'après la fin du jeu, tu passes à autre chose. Et peut-être qu'en équipe de France, ouais, j'aurais peut-être faire un peu plus et avoir plus d'opportunités. Ouais. Ouais, parce que j'ai envie de dire qu'à chaque fois, l'équipe de France n'est peut-être pas arrivée au meilleur des moments pour toi, alors que au final, le niveau, tu l'as dit toi-même, tu l'avais pour être performant. C'est pour ça que je me dis, ça doit quand même te laisser un petit goût amer, quoi, tu vois, dans cette relation, ou plutôt dans Ouais. cette carrière. Non, à ce niveau-là, parce que je prends l'exemple du Standard, Mhm. je ne peux pas aller plus. Pourtant, je ne pouvais pas arriver plus. Ouais. Et en équipe de France, je pense que je pouvais faire plus.
Mais aux yeux des sélectionneurs, de Didier Deschamps en l'occurrence, Didier Deschamps te disait il faut que tu fasses ça pour arriver titulaire, il faut que tu arrives à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'il attendait de toi pour que tu aies justement ce niveau? Non, il est pas stressé avec moi. Ce qu'il avait comme pression avec moi, c'était de continuer à travailler en club, de performer en club. Et quand je venais en équipe de France, il m'a fallu, il me disait de jouer mon jeu. Parce que lui, il est très pragmatique. Je ne veux pas que tu inventes, si on n'est pas à Manchester City, c'est différent, on joue de manière différente, par exemple, tu vois. Moi, je veux que tu joues ton jeu, tu as tes qualités, je veux que tes qualités. Ça s'arrêtait là. Mais après, j'ai toujours une bonne relation avec Didier Deschamps. Hein. On n'a jamais eu de problème, Mhm. mais ça s'arrêtait à ça. Mais c'est quand même un petit quelque chose qui te, voilà, qui te laisse une petite amertume, ton parcours en équipe de France, d'une manière générale, ou pas? Oui et non. Parce que, ça, je te dis, il y a le côté, je pense que j'aurais pu faire plus, j'aurais pu avoir plus. Mais d'un autre côté, je ne peux pas cracher dans la soupe ce que j'ai vécu à la Coupe du Monde et à l'Euro, c'était magnifique. Tu vois. Non, mais c'est intéressant parce que c'est l'un des sujets aussi qui est important parce que toi, tu es quelqu'un de très conscient. Tu l'as dit dès le départ de cette interview. Nous, moi, je suis un produit, Mais, etc. Donc, mais tu l'équipe, sais ce que tu vaux, quoi. ouais, mais l'équipe de France, c'est différent. Ok. T'as vu? C'est pas un club. Tu joues pour un pays. Tu joues, tu vois, c'est Euro, Coupe du Monde. Je trouve que c'est. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus dans l'émotion. Ça dépasse les clubs. Tu vois? Mhm. L'équipe de France ne t'achète pas. T'as pas été acheté par l'équipe de France. Mhm. T'as été sélectionné. On dit un sélectionneur. Mhm. Tu vois? Tu représentes ton pays. Tu représentes un pays. Tu ne représentes pas un club. Tu ne représentes pas le stade. Tu représentes un pays. C'est différent. Je trouve que c'est beaucoup plus. Il y a une attache beaucoup plus émotionnelle. Et ça, parfois, c'est quelque chose qui t'a un peu joué des tours, le côté émotionnel ou pas du tout? Non, je ne dis pas ça me joue des tours, mais au contraire, justement, Ça t'a galvanisé? ça galvanise en plus. Ouais, ça galvanise. Ouais, c'est intéressant. Non, mais c'est vrai que parce que moi, à chaque fois que je voyais ton niveau, même d'une manière générale, hein, tu sais, je suis content, vraiment très heureux de te recevoir et c'est génial qu'on puisse parler comme ça à cœur ouvert de ta carrière. Mais je me dis, bah, en fait, j'ai un goût de trop peu avec ta carrière, tu vois. Parce que, regarde, en janvier Ouais. 2026, tu te retrouves sans club. T'es passé par Valence, t'es passé par Manchester City, t'es passé par Porto, t'es passé par également, et forcément, on l'a dit, le Standard. Bah, tu vois, on se dit, ah, il aurait pu encore devenir un niveau au-dessus. Quand tu vois le niveau des défenseurs aujourd'hui, des Raphaël Varane ou quoi, est-ce Ouais, que... parce que j'étais dans le même wagon. Mhm. Donc oui, concrètement, j'aurais dû, bah non, ce que je suis pas arrivé, j'aurais pu, oui, très sincèrement, j'aurais pu. J'avais les forces qualités, oui. Après, ce qui est réel, c'est que quand j'ai eu ma blessure au genou, ben, c'était devenu un peu plus, c'était devenu différent, tu vois. Mhm. Cette histoire de blessure, c'est hyper intéressant parce que est-ce que tu sens à ce moment-là, en termes de niveau intrinsèque, que tu n'auras plus jamais le niveau avant, que tu avais avant ta blessure? En fait, j'en suis pas conscient. Parce que je me dis, c'est une blessure au genou, parce que c'est ma première grosse blessure, en fait. J'ai eu des blessures musculaires, donc tu reviens à ton niveau. Mais C'est les ligaments croisés à ce moment-là? cartilage, Cartilage. cartilage. Ok. Donc en fait, je découvre. C'est là que je découvre. En fait, j'ai découvert quelque chose de tout nouveau, en fait. J'ai découvert quelque chose que je n'ai jamais vécu dans le passé. Et où là, il n'y a pas de. Quoi, quand tu dis, ouais, mais je suis lucide. Non, les trucs, j'étais lucide. Mais là, en fait, c'est toi et toi-même et ton corps. C'est pas la décision d'une tierce partie. C'est pas la décision d'un club. C'est toi et ton corps. Sachant que moi, ma grosse force, justement, c'était mon corps. C'était ma force physique. Ce que je pouvais faire à travers ce corps. Tu vois, ce que j'ai toujours fait, mon corps m'a amené à faire des trucs exceptionnels. Mhm. Tu vois, à travers. Là, t'as un genou à terre. C'est réalité, ton genou il est à terre. Là, faut le remettre. Son genou, là, faut le remettre. Mais là, tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas que le genou, en fait. Faut tout remettre, il faut tout réadapter, en fait. Mhm. Et c'est là où je te dis, je découvre l'homme. Tu t'es senti impuissant à ce moment-là? Bah, toi, quand t'ajoutes, en fait, le jour où je me suis senti impuissant, c'est le jour où je sors de la salle d'opération. 2-3 jours après, en fait, ouais, je pense que c'est 2-3 ou 4 jours après, tu recommences à faire un travail sur table. En fait, t'as ton attel et t'as la jambe tendue, tu vois. Mhm. Et tu dis, commence à essayer de lever ta jambe pour réactiver le muscle. Rapidement, je fais ça, je fais ma force, ma jambe, elle bouge pas. Aïe. Pendant 3-4 jours, ma jambe, elle bouge pas. Et là, je dis, ah ouais. Et c'est là que je prends conscience qu'en fait, ah bon, entre ça et recommencer à sauter, aller faire gagner un 2 sur le terrain,
il y a du chemin. Sauf qu'on m'avait dit ça allait prendre 8 à 9 mois. Donc ça, oui, je l'avais, tu vois. Tu- Mais quand tu sens dans le corps, toi, tu dis, ah oui, il y a du chemin. Mhm, Et au final, ça a pris bien plus de temps que ça parce que j'ai pas refait mon premier match avant 1 an et demi, mhm. quasi 1 an et demi. Et tu étais toujours, donc après ta blessure, à ce moment-là, sous contrat dans un club, Manchester City. tu étais à Manchester City. Et après de Manchester City, tu quittes le club libre, en fait, c'est ça? En fait, j'allais être libre Ouais. et le club m'a. J'allais être libre au mois de juillet. Et le club me prolonge en février. Ils me donnent ils me disent bah reprends. Comme t'es en reprise, t'es en reprise. Il te donne une nouvelle chance, quoi. Non, en gros, on donne une sécurité. En Ok. gros, maintenant, on va voir ce qui se passe au mercato. Si tu trouves une solution, tu trouves un club, nous, on te libère ton contrat. Si tu ne trouves pas, en fait, tu as encore 1 an où nous, on te garde et tu peux bien te remettre, etc., si tu te sens bien. Ah, ils ont été clean. Ah, non, ils étaient clean. Ils ont été. C'est génial, Ah, ça. non, non, c'était. Il y a peu de clubs qui fonctionnent Ah, comme ça en non, non. 2025, hein, je te le dis. Ils m'ont. Moi, le coach et Pep et Chiki, ils m'ont appelé dans leur bureau, ils m'ont expliqué, ils m'ont dit voilà, tu as toujours respecté le club, t'as toujours une bonne attitude, tu as toujours bossé, t'as toujours été un bosseur. Euh, donc à ce niveau-là, on veut faire. On te tend la main. Mhm. Et en fait, après, je pars à Valence et ils m'ont libéré de mon contrat, je pars à Valence. Parce que quand je suis parti, c'était libre, en fait. Valence m'a récupéré libre de cette manière. Tu sais qu'il y a beaucoup, beaucoup d'anecdotes sur Pep Guardiola qui sortent à gauche, à droite. Toi, quelle relation tu as vécu avec lui durant cette période à Manchester City comment t'as senti le truc? Très transparent, très honnête, très lucide. Il était très franc avec moi, très transparent. On savait pourquoi j'étais là, ce qu'il voulait de moi, ce qu'il attendait de moi. Et à partir de là, tout s'est très bien passé. C'est intéressant parce que tout le monde n'a pas la même vision du Pep Guardiola, notamment on se rappelle hein, des déclarations de Samuel Eto'o quand il était du côté de Barcelone ou même de Yaya Touré récemment, etc. sur Pep Guardiola. C'est pas les mêmes ressentis. Pourtant, toi, à Manchester City, tu aurais pu aussi être mis en difficulté par Pep Guardiola. Il aurait pu te dire bon, ben moi, tu fais pas partie du projet football technique tiki-taka que je veux mettre en place, etc. Au revoir, merci, bon week-end, salut. Non, mais moi, c'est ce qu'il m'a dit. Moi, j'étais sur la liste des transferts. Ok. Juste que je trouve pas de solution parce qu'en fait, moi, je devais aller à l'Inter. Mais l'Inter se voulait sans me prendre avec un prêt avec option d'achat. Parce qu'honnêtement, il ne peut pas m'acheter. C'est trop cher. Moi, ça m'arrangeait, j'avais l'Inter, etc. Sauf que ça s'est pas fait parce que le club voulait Une option d'achat obligatoire. non, direct. Ah, ok, il voulait un transfert, une indemnité de transfert direct. Ouais, ok. Donc ça se fait pas, en fait, je reste. Et c'était à la période des sélections. Pep m'appelle dans son bureau. Il dit le transfert, le marteau, il est terminé. Moi, par rapport au profil de joueur que tu es, c'est pas le profil que je recherche. Il dit, mais pour moi, tu es un très grand joueur, tu as d'excellentes qualités. Moi, j'ai un football qui est différent du profil que tu as. Mais t'es là. Vous êtes 4 derrière. On a beaucoup de matchs. Tu vas avoir du temps de jeu. Donc, sois prêt à avoir du temps de jeu. C'est moi qui te le dis, on va avoir du temps de jeu. On va travailler. Chaque fois que tu devras jouer, tu seras prêt pour jouer. Donc il a été très droit avec toi. Transparent, c'est comme je dis, transparent. Ouais, donc ça veut dire que toi, entre guillemets, le sentiment, c'est ok, d'accord, il n'était pas nécessairement, il ne me considérait pas comme une priorité, mais au moins il me l'a dit en face. Quoi. Et ouais, transparent, net. Et après, après moi, ce que j'ai kiffé, c'est toute son approche, quand il prépare les matchs, comment il gère son équipe. Et moi, j'en ai pris plein la vue. Mhm. Parce que là, je joue le football différemment. Je fais des trucs, mais en fait, il y a des trucs qu'on nous a jamais appris, en fait, je me dis, dans le foot. C'est-à-dire, En fait, parce qu'il a des manières de t'expliquer le foot de manière tellement simple. Mais tu dis, bah ouais, c'est simple, en fait. mhm. Pourquoi on fait pas? Mais c'est pas ça le pire, c'est qu'en fait, il t'explique tellement simple, un schéma, comment à un moment donné sortir d'une situation, le pourquoi de le faire comme ça, et que le lendemain, tu le fais en match, tout se passe comme il avait dit. Ouais, tu te dis, ouais, c'est fort. Et c'est là que tu dis que c'est un génie. Ah, là, tu sais, un génie. Ah, tu te dis, ah ouais, c'est fort. Je comprends. Et au final, parce que je fais quoi? On est en septembre. Au mois d'août, je fais 0 match. Et après, je pars en janvier à Everton. C'est là que je me blesse au genou. Donc, entre septembre et janvier,
En sachant que je pars quatrième défenseur, je fais 15 matchs. C'est quand même pas mal. C'est énorme. Mhm. Il te l'avait promis, il l'a fait. Il a dit. Après, par exemple, je peux jouer contre Tottenham, titulaire, on gagne 4-2. Là, il fait ou 4-1, il fait encore un coup de génie avant le match. Bref, il me dit, je suis trop content pour toi. Il vient me voir, il me dit, je suis vraiment content pour toi. Tu fais un gros match. Tout ce qu'on a préparé, tu l'as fait. Tu as exécuté comme je l'avais demandé. Mais je pense que les joueurs, plutôt les entraîneurs comme Pep Guardiola, ont besoin de joueurs comme toi qui ont, on en parlait tout à l'heure, un leadership naturel. Et en fait, mais au-delà de ça, c'est que. Et là où, là où je trouve qu'il est fort, c'est qu'il savait comment utiliser. Justement, parce que moi, il m'a dit, il m'a dit, prends, t'as des qualités que les autres n'ont pas. Et il y a des matchs, ou des moments de match, j'aurais besoin de toi. Et pour ça, il a su très bien m'utiliser. Mhm. Et toi, tu avais accepté qu'à un moment donné, tu n'allais pas du tout être Ouais. utilisé. Il a été clair, il a été franc. Mhm. Bah, tu préfères quelqu'un qui est Ah comme ouais, ça. moi je préfère. Ah, je comprends. Donc après, forcément, cette période à Manchester City, on le dit, tu es sans club. C'est la première fois que tu es sans club à ce moment-là, parce qu'après tu retrouveras des clubs dans la foulée de cette période-là. Aujourd'hui, tu es toujours sans club. Donc, mais cette première fois, parce que là, c'est la deuxième fois que tu es sans club, comment est-ce que tu le vis? Pour moi, Après avoir passé les étoiles, après moi, avoir vu ces superbes choses, après avoir été hyper médiatisé, là, après cette blessure, après tout ce qui se passe, t'es sans club. découverte, encore. Mais en même temps, c'est dans la lignée. Hein. Genou, découverte. Sans club, découverte. Tu vois. Découverte, j'allais dire plutôt, il y a un autre mot qui va avec découverte, c'est dépression. Tu vois, d'être un peu en down parce que voilà, à ce moment-là, le téléphone, il sonne plus comme avant. Ah, mais ça, je m'en fous. Personnellement, je m'en fous. Ok. Ouais, c'est pas ça qui me. Moi, ma priorité, c'est de trouver un club. Le téléphone, il sonne pas. Qu'on m'appelle pas, c'est pas mon problème, c'est pas ça ma priorité, tu vois. Moi, c'est de jouer au foot. Mhm. Donc, ça, le reste, ça, c'est pas en second, tu vois. Mhm. C'est pas ça qui. C'est jouer au foot. Parce qu'en fait, les gens se rendent pas compte, mais les émotions que tu as quand tu joues au foot, et puis surtout quand tu es un passionné, et qu'au-delà du foot, tu vois, c'est vraiment, tu construis quelque chose sur une saison, tu as un objectif, tu as un objectif individuel, mais intégrer un objectif collectif. Puis tu vois, en fonction des uns et des autres, comment les gens interagissent par rapport à ça, tu vois. Et moi, c'est tout ça, en fait, qui m'anime. Mais au-delà de ça aussi, c'est que il y a mon corps. C'est aussi le fait de est-ce que je peux remettre faire revivre ce corps comme en tout cas peut-être pas comme j'étais avant, mais au moins à un niveau qui me permet d'être bien et de pouvoir profiter de mon métier et de ma passion, tu vois. Mhm. Donc en fait, ce qui est compliqué, d'abord c'est le mercato un peu. On t'appelle, oui, mais il a eu sa blessure, on sait pas, nanana. Puis ça revient toujours, ça revient toujours. Oui, comment ça se passe? Est-ce qu'il s'entraîne? Parce que là, il n'a pas encore arrivé au mois d'août. En fait, il y a une période au mercato, il faut savoir, surtout pour les joueurs libres, c'est que quand tu arrives au mois d'août, le championnat recommence. Et là, en fait, les clubs qui cherchent des joueurs, souvent, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait, tel joueur? Comment il s'entraîne? Parce que nous faut un joueur fit directement, parce qu'on commence on a commencé le championnat, le championnat commence dans une semaine. Mhm. Et là, en fait, plus le temps y passe, et plus ça devient compliqué pour nous. En fonction de. Parce qu'il y a de plus en plus. En fait, il y a une réalité. Et moi, c'est ce que j'ai vu justement à ce moment-là, cette période-là. Je pense qu'encore une fois, je suis dans les pionniers. Où on part dans un cap au niveau du football. Tu parlais au football. Où après le Covid, en fait, quand tu es un joueur libre, et après de 30 ans, tu n'es plus une priorité. Alors qu'à l'époque, un joueur libre de 30 ans, c'était une priorité. Pas d'indemnité de transfert à payer. Tu lui donnais un peu plus, parce que tu ne donnais pas en indemnité, donc tu peux lui donner un peu plus. Donc c'était eux les grands gagnants à l'époque. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mhm. Parce que depuis le Covid, tout le monde a été mis face à quoi? Aux mauvaises gestions et aux pertes des clubs en termes de finances. Mhm. Donc qu'est-ce qui a changé? Tout le monde mise sur les jeunes, les actifs. Ça, je reviens au produit. Aujourd'hui, c'est encore plus criant. Le trading. Le trading. T'as vu, avant, on n'en parlait pas, en fait. Ça a toujours été là. Maintenant, on en parle. Les clubs se posent, stratégiquement parlant, en termes d'actifs. Ouais. Pourquoi? Parce qu'en fait, en tant que dirigeant,
En fait, le club doit vivre. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, comme il y a eu une mauvaise gestion pendant des années, parce que beaucoup de clubs vivent sur les dettes, Mais c'est aussi beaucoup le problème des droits télé qui n'ont pas été à la hauteur, notamment en France. Ici tu maintenant vois. en Belgique, on a ce problème-là, etc. Et forcément, bah, il faut une source de revenus. Donc il faut vendre des joueurs. Donc pour ça, il faut essayer de les racheter plus tôt parce que les clubs qui vont les acheter très, très tôt veulent aussi forcément faire une plus-value derrière, Voilà. etc. C'est pour ça aussi que. Et vous êtes un peu les victimes de système, quoi. Exactement. D'où pourquoi je te parlais de système. Au début, je t'ai dit, il y a eu le début, il y a un milieu, et comment ça évolue. Et aujourd'hui, ben, les joueurs Mhm. de plus de 30 ans qui sont libres sont victimes de système. Et quand tu sors du système, ça peut être encore plus compliqué, justement, parce qu'en fait, c'est directement, on regarde plus spécialement en termes de compétitivité, mais c'est d'abord, est-ce que... Bah oui, c'est vrai. Non, je me permets de t'interrompre parce que moi, je me fais souvent la réflexion en me disant, bah tiens, il a plus de 30 ans, donc il est joueur libre, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de club qui le veulent, donc du coup, il est mauvais. Alors que c'est pas le cas. Non, Mais c'est le c'est système le qui système t'impose cette façon de qui penser. t'impose de penser, parce qu'aujourd'hui, en fait, tu penses à ton actif que tu vas pas vendre. Donc, entre un joueur de 35 ans et un joueur de 20 ans, même 23 ans, à la revente, enfin, pas potentiellement, tu vas vendre beaucoup plus cher le joueur de 23 ans, puisqu'en fait, tu vas le développer. Certainement, tu vas donner un salaire en plus qui est moins parce qu'il est encore jeune, et tu vas gagner plus. Ça s'arrête là. C'est même plus en termes de compétitif, c'est même plus en termes de est-ce que genre il est compétitif, est-ce que genre peut apporter à mon vestiaire. Si oui, est-ce que j'en ai déjà deux trois, parce qu'aujourd'hui ça se limite, il y en a toujours aujourd'hui des anciens, mais c'est beaucoup plus limité comparé à avant. Il y a enfin, moi j'appelle ça un gros déséquilibre entre les jeunes et les anciens, parce qu'en fait, vu que c'est l'aspect financier qui est mis en avant, tout le temps, bien sûr, en pensant être compétitif, ça, parce qu'il n'y a pas de problème, mais juste que la mentalité, la stratégie, elle a changé en fait. Le système, il a changé. Mhm. Et encore une fois, c'est une réalité. À qui la faute? Pour moi, quand je dis le Covid, c'est pas vraiment enfin, quand je dis le Covid, mais c'est par rapport, en fait, le Covid a mis en avant que les systèmes financiers des clubs, en termes de gestion, ont été mal faits. Donc, à partir du moment où il y a un truc qui s'arrête, bah, tu te rends compte qu'en fait, les systèmes sont plus bons, il faut les changer. Mhm. Et s'il n'y a pas de droit TV, en fait, tu te rends compte que les clubs ne vivent de rien, en fait. Ouais. Ouais, Parce qu'ils sont pas préparés, ils ont pensé que tout allait bien se passer, qu'il allait jamais avoir de Covid, ils allaient continuer comme ça. Après, du moment que quelque chose arrive dans la vie et que tout s'arrête, quand je dis le Covid, je parle des clubs, mais en fait, c'est pas les foot, hein. Mhm. C'est un système financier en général. Tu regardes dans les pays, etc. Tout le monde a souffert du système financier. Ça a démontré qu'en fait, aujourd'hui, tout ce qui était lié au système financier, comment c'était préparé, ben, en fait, tout doit être changé. Et donc là, ben, en fait, il y aura toujours des collatéraux. Aujourd'hui, les collatéraux, c'est nous. Tu sais, je trouve très intéressante ta vision business. D'ailleurs, je voulais vraiment aborder cette partie entrepreneur chez toi parce que tu as créé Green Changers Club, euh, dont tu dois un peu m'expliquer les détails et c'est quoi fondamentalement parce que j'ai vu beaucoup de vidéos sur le leadership, sur la manière de se comporter, la manière d'être, la manière d'avoir confiance en soi aussi. Donc j'essaye de comprendre un peu qu'est-ce que tu veux créer à travers Green Changers Club, mais aussi qu'est-ce qui t'a poussé à entreprendre. En fait, quand je crée une Changer Club, c'est une philosophie, c'est une vision où, pour faire très court, c'est vraiment en fait connecter l'humain qui a derrière chaque personne à ce qu'il fait ou à ce qu'il est, tu vois. Donc, chef d'entreprise, mais derrière chef d'entreprise, il y a qui? Il y a Luc, il y a Jacques, peu importe. Mhm. Et cet homme-là, qui est au quotidien, doit gérer une équipe, euh, à la pression de résultats. Mhm. Comment cette personne, quand il arrive pour gérer son entreprise, comment il sent? Qui est-il? Dans quel état d'esprit il est? Comment sont ses interactions avec les autres? Tu vois, c'est vraiment en fait connecter en fait l'humain à ce qui fait que ses valeurs, son état d'esprit, son leadership, sa manière de communiquer. Et c'est lui amener les outils en fait pour qu'il puisse se découvrir, c'est-à-dire qu'il prenne conscience de certaines choses s'il n'en a pas conscience, ou s'il a envie de prendre conscience, tu vois, ça va dans les deux sens, Mhm. et comment il peut implanter certaines choses qu'on pourrait lui transmettre à travers les différentes actions que le conseiller pourrait lui donner. Mais au-delà de ça, comme moi je viens du sport aussi, Mhm. et que dans le sport il y a beaucoup de valeurs en tant qu'homme et en tant que valeurs d'accomplissement et de compétition, d'entraînement, c'est comment en fait tu connectes en fait ce côté sport aussi
ben, avec ce côté entrepreneuriat, mais aussi le côté sport, être humain de tous les jours, avec ta vie de tous les jours, Mhm. en tant que parent, en tant que frère et sœur, peu importe, dans ta gestion humaine, parce qu'en fait, nous, en tant dans un sport collectif, on est toujours en gestion avec l'autre et l'être humain. Et ça aussi, comment en fait tu allies les deux. Tu vois, bah, moi, à un moment donné, je suis eu un conflit avec un de mes coéquipiers, ou à un moment donné, on avait la moitié de l'équipe, c'était comme ça. Parfois dans les familles qui sont divisées. Comment tu fais un peu des liens et que tu peux en fait regrouper par rapport à ce que moi j'ai vu dans le sport, pour pouvoir retransmettre et redonner à l'autre en tant qu'être humain. Que ce soit de zéro. Soit enfant, adolescent, adulte, c'est vraiment lié pour tout le monde. Faut vraiment faire cette partie où on met aussi en avant l'être humain, mais cet être humain aussi peut, ce que tu vis en tant qu'être humain peut être retransmis à ce que tu fais, à ce que tu es ou ce que tu as envie de faire ou d'accomplir dans la vie. Mais tu sais qu'on dit souvent, les entrepreneurs, d'une bonne idée naît souvent une souffrance ou quelque chose dont on a manqué, etc. Là, c'est une excellente idée. D'ailleurs, je pense que ça devrait se matérialiser. J'ai vu que vous parliez de bootcamp notamment, etc. Du côté de Marrakech, si je ne Non, m'abuse. on en a fait un à Marrakech et deux au Portugal, D'accord, ok. Donc pour le moment. plutôt dans le sud. Donc ça se matérialise un peu dans le cadre de rendez-vous, un peu dans un rôle de mental coaching ou un truc comme ça. Toi, qu'est-ce qui t'a donné justement cette impulsion de dire ok, je vais créer ça. Ça se base d'où? Ça vient d'où en fait cette volonté d'avoir créé cette idée-là? Tu De- as été le chercher où au fond de toi? Bah, tu vois, 2021, première fois que je suis sans club. Au-delà de mon genou, puisque là on n'est plus dans le genou, puisque j'ai déjà repris, donc mon préoccupation n'est plus de revenir physiquement, c'est que ça m'a donné de l'espace pour être dans la vie, D'accord. être dans l'introspection. Ça m'a permis de voyager. Je suis parti en Égypte, en Thaïlande, et je pense, si je dis pas de bêtises, c'est en Égypte, ou en tout cas, c'est un des deux, parce que je l'ai fait sur la même période. Et là, en fait, je me viens qu'en fait, il y a plein de trucs que je me suis rendu compte qu'on n'a pas eu quand, on était, quand moi j'étais jeune, où, et ce côté être humain où en fait par exemple dans le foot où on se concentre beaucoup ben, sur former des jeunes footballeurs, mais je trouve qu'en fait vu que justement moi par exemple à 17 ans j'arrive très vite dans un milieu d'hommes Mhm. au-delà des joueurs, mais on te prépare pas à la vie, tu te découvres en fait, on te jette et c'est les meilleurs qui réussiront, tu vois, si tu es prêt, si t'es prêt pour ça naturellement, alors de la jungle. Mais je trouve qu'en fait tu peux créer un cadre pour là, là, c'était vraiment par rapport aux jeunes. À la base, quand j'ai cette réflexion, c'est par Mhm. rapport aux jeunes. Je prends de 13 à 18 D'accord. ans. Ok. À la base, quand j'ai l'idée, c'est comment leur créer un cadre où, en fait, au-delà du foot, au-delà du foot, sachant qu'en fait, il y a très peu de jeunes, surtout dans les transformations, qui vont jusqu'au bac, qui terminent l'école. Il y en a très très peu. Moi, par exemple, je suis parti une fois, je suis parti à l'IPS de Genève. Mhm. J'ai vu la coordinatrice qui s'est occupée de moi justement pour ma dernière année. Je pense qu'elle m'a dit qu'après toi, il n'y en a qu'un qui a réussi qui a eu son diplôme. Mhm. C'est-à-dire que tu as énormément de, d'enfants, d'ados, d'adultes, qui adultes, qui n'ont pas de diplôme. Ils ont réussi à passer pro, ils n'ont pas réussi, ils jouent peut-être en division 2, division 3, et puis qui n'ont rien d'autre. Ouais, ouais, c'est ça. Donc en fait, à un moment donné, c'est comment tu peux créer un système Mhm. où en fait, tu donnes à ces éléments, à ces personnes, une éducation de vie. Donc tu veux quelque part les aider à éviter les erreurs que toi tu as faites dans le passé. Au-delà des erreurs, c'est pas des erreurs, c'est les préparer à ce qui aide la vie. C'est pas, en fait, c'est pas une question d'erreur. C'est un truc tout bête. Au lieu de faire cours de mathématiques, c'est bien, mais déjà, même s'ils n'ont pas, ils ont pas leur diplôme. Mais au lieu de faire un cours de mathématiques pur et simple, tu vois, fais un truc, par exemple, tu apprends les finances. Quelque chose de didactique dont il va pouvoir se servir plus tard. Un truc tout bête. Moi, c'est une idée que j'ai truc tout bête. Je la sors souvent. J'ai dans ma classe, tu leur apprends c'est quoi un prêt, faire un prêt à la banque. Et à moi, tu fais passer ton examen. Toi, tu fais le banquier. Toi, tu fais le client. Je viens faire un prêt. Tu poses des questions, etc. Qu'est-ce qu'il faut répondre? Tu les mets dans des situations qu'ils vont connaître plus tard. Tu deviens joueur de foot ou pas, tu vas devoir le vivre. Mhm, absolument. Simple. Ouais, c'est vrai que c'est intéressant. Et donc du coup, derrière, au moins, ils auront appris quelque chose pour leur quotidien C'est ça. dans le réel, quoi. Sachant qu'en fait, tu vois bien statistiquement parlant, il n'y en a pas énormément qui finissent. Donc au moins avec ça, qu'ils deviennent joueurs de foot ou pas,
ils ont déjà ça. Et donc, vous préparez des ateliers comme ça dans le Changers Club avec d'autres gens? Parce que le Changers, c'est très large. Je crois que c'est une philosophie, etc. Là, je sais pas. Mais moi, à la base, quand j'ai l'idée, c'est vraiment par rapport style faire une académie pour les jeunes, pour les enfants, comme le foot, et avoir cette... Mais après, d'ailleurs, on a développé. Et c'est parce que pour ça peut tuer vraiment tout le monde. Tout le monde peut venir. Il y a pas, tu viens comme tu es, tu viens prendre ce que tu as à apprendre. Merci, au revoir. On va passer dans quelques instants à la sauce, où je vais te faire cette petite surprise que je te tease évidemment depuis quelques minutes. Si un club devait t'engager aujourd'hui, pourquoi il aurait impérativement besoin de toi? Pourquoi c'est toi qui dois prendre et pas un autre? Parce que c'est moi qui ferai la liaison entre lui et son équipe, déjà premièrement. Parce que justement, j'ai cette lucidité parce que j'ai connu, par exemple, d'anciens, enfin, dans mon âge, qui ne s'adaptent pas du tout avec les jeunes d'aujourd'hui. Parce qu'ils n'acceptent pas, en fait, qu'il y ait une nouvelle génération et que le football, il ait changé. Et moi, à ce niveau-là, je m'intègre super bien. Et je l'ai vécu à Saint-Etienne, je l'ai vécu à Valence, je l'ai vécu à Estoril, parce que ça avait déjà commencé justement cette mise en place. Ce qui fait que je m'intègre super bien dans un noyau où il y a des jeunes. Et je suis énormément... j'ai remarqué là avec le recul, que je suis énormément écouté. Et donc en fait, au-delà, parce qu'en fait, faut savoir qu'en fait, il y a tout ce qui se passe sur le terrain, mais toute cette gestion qu'il y a dans un vestiaire à l'entraînement, il y a beaucoup de gens qui ne l'ont pas. Et moi, je sais qu'à ce niveau-là, donc à ce niveau-là, je serais super important. Et après, ce que je peux pas sur le terrain, dans les moments de match, il y a des moments de match où, en fait, il faut un peu... les gars, il faut calmer. Et les gars, et à ce niveau-là, en fait, j'apporterai énormément à une équipe. Bonne réponse. Allez, tout de suite, chose promise, chose due, on va mettre Elakim Mangala dans la sauce. Et oui, Elia, on va te mettre dans la sauce. Enfin, je vais pouvoir te montrer la petite surprise que j'ai pour toi. Je vais te donner le téléphone, tout simplement. Tu appuies sur play et puis derrière, évidemment, on en parle. Tiens, je t'en prie. Salut à tous, c'est Hans Duby, ancien joueur du Standard de Liège. Alors comme ça, Sacha, tu reçois le grand Eliakim Mangala. Elia, je te salue. Et pour l'occasion, je vais vous raconter une anecdote qu'on a vécue ensemble. Lors de mon arrivée au Standard, la première semaine, il y a 2 joueurs qui m'avaient très bien accueilli. Le premier, c'était Axel Witsel. Après l'entraînement, il me dit Dibi, tu fais quoi? Je dis rien, je rentre à la maison. Il me dit, viens, on va manger ensemble. Il m'invite à la maison, on a mangé, on a discuté, on a appris à se connaître. Et le deuxième, c'est toi, Eliakim. Je ne sais pas si tu t'en souviens, mais lors d'un entraînement, pendant une possession de balle, je suis venu face à toi, j'ai voulu tenter quelque chose. Et comme on dit, tu m'as monté en l'air ce jour-là. Je suis parti à l'infirmerie et j'ai confirmé que tu étais vraiment un mur. Est-ce que tu te souviens de ça? Allez, prends soin de toi, à bientôt mon pote. Et oui, donc il s'agit de Hans Dibi, qui en plus de ça porte ton deuxième prénom, parce que tu t'appelles Hans également. C'est vrai. Ancien coéquipier du côté du Standard de Liège, parisien aussi. Je l'ai croisé en plus à Paris, je pense il y a 2 ans. Ouais. Je l'ai croisé sur les champs et tout. Alors du coup, t'es vraiment un mur, tu l'as envoyé à l'hôpital, carrément. Ouais, je me souviens. Et tu sais que c'est marrant parce qu'il dit ça, mais moi aussi on m'a accueilli comme ça. J'étais très bien accueilli, c'était par Dante. Dante le Brésilien. Mais très bien accueilli aussi. Et à ce moment-là, au Standard. De toute façon, à Liège, on peut jamais regretter l'accueil. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Quand je dis m'accueille, c'est la mère qui l'a été. Comment j'ai accueilli Hans Dibi, Dante m'a accueilli de la même manière. Il m'avait mis un coup. Je ne peux pas parler. À ce point-là? Ah, je ne peux pas parler. T'es jeune, tu parles pas, tu peux pas parler à ce moment-là. C'est pas comme aujourd'hui. Ah, ça veut dire que t'as même pas protesté, rien du tout Protester? Ouais. Mais ça n'existait pas, protester quand t'arrives... Qu'est-ce que tu Carrément, je rigole. Ça n'existait pas à l'époque, protester. Ah, mais les jeunes de maintenant, ils le font. Oui, c'est pour ça que je te dis que ça a changé. Bien sûr, les jeunes de maintenant, ils le font. Mais à l'époque, tu protestais pas. T'allais plus revoir le vestiaire. En plus, Hans Dibi, on le rappelle, c'est un défenseur central, il jouait à la même position que toi. Donc tu voulais lui montrer un peu qui était qui. Ah, mais je suis mes défensifs, Hans. Hein. Oui, bien sûr. Mais vous aviez à peu près le même profil, c'est pour ça que je le dis, quoi. Non, mais après, moi, c'était mon jeu. Donc en fait, là, c'était lui, mais ça aurait été quelqu'un d'autre, c'était la même chose. Ouais. C'était la même chose. Mais ça m'a fait plaisir, en tout cas, de te remontrer une vidéo d'Hans qui, lui, ne t'a pas oublié du tout. Hein. Non, je t'ai dit, on s'est croisés il y a 2 ans sur les champs à Paris. Je me souviens.
qui maintenant joue un peu un rôle d'agent. Ouais, c'est ça. Il s'occupe évidemment de joueurs. Dernière question, Manchester City, est-ce que tu penses qu'à ce moment-là, tu as atteint ton plafond de verre? Est-ce que tu penses qu'à Elhakim Mangala, à Manchester City, il était au top du top, il n'aurait pas pu aller plus haut? Ton niveau intrinsèque? Je sais pas. En tout cas, c'est là que j'ai atteint mon prime. Ouais. Porto, Manchester City, c'est là que j'ai atteint mon prime. Après, pour moi, c'est pas le plus haut. Après, à un moment donné, quand tu arrives à ce niveau, c'est la constance. C'est pas être plus haut, c'est être constant. Donc ça veut dire que pour toi, il y a jamais fondamentalement eu cette fameuse expression plafond de verre. Tu n'as jamais eu un moment donné où tu t'es dit, là j'ai été tellement fort, j'ai été tellement loin, je ne peux pas aller plus haut que ce que j'ai fait. Il n'y a jamais un moment dans ta carrière où tu as atteint le maximum? En fait, c'est en regardant dans le passé, mais quand je joue, je pense pas à ça. Je joue seulement. Mm-hmm. Je suis performant. J'essaie d'être performant chaque jour au quotidien, mais je suis pas dans le est-ce que je suis atteint mon niveau, est-ce que je peux aller plus loin. Non, mais tu sais dire, Elhakim, je suis à 70%, je suis à 80%, tu vois ce que je veux dire, tu le sens quoi dans ton jeu. Oui, mais ce que je veux dire, regarde, sur Manchester City. Ouais. Quand je prends Manchester City aujourd'hui, Porto, quand je me sens, je suis à mon prime. Mm-hmm. Mais pour moi, en fait, du standard jusqu'à là, j'ai fait que progresser. Mm-hmm. Je connais pas ma limite. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, donc ça veut dire que ça tombe, je suis arrivé au standard. Je suis arrêté, je te dis, c'était là ma limite. Je ne sais pas savoir si c'est plus. C'est mon parcours qui m'a montré où. En fait, pour moi, on n'a pas de limite. Et c'est ton parcours, en fait, qui te montre. Au final, ma limite, c'était jusqu'à Manchester City. Aujourd'hui, je peux dire, est-ce que j'aurais pu aller plus loin? Je ne sais pas. Elhakim Mangala, c'est donc un joueur qui n'a jamais planifié son parcours. Non, j'ai vécu mon parcours. J'ai vécu. Moment présent. Ce qu'il fallait. Ouais, c'est ça. En fait, j'ai eu, en vérité, aujourd'hui, pour ça, je ne vis pas dans le regret, parce qu'en fait, j'ai vécu ce que je devais vivre. Est-ce que j'aurais pu? Je pourrais dire, on peut toujours. Mais j'ai vécu mon parcours et je suis très fier de mon parcours. Eh ben, Avec les hauts et les bas, je suis très fier de mon parcours. Ah ben moi, je suis très très fier de t'avoir accueilli en off. Merci infiniment de t'être livré dans l'émission. Et surtout, évidemment, je te souhaite de retrouver un club très 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 rapidement. Elhakim, merci encore infiniment d'avoir été présent. Merci à vous d'avoir été présent sur LN24. Si vous nous suivez bien évidemment sur YouTube, n'hésitez pas, comme d'habitude, le petit like, c'est hyper important. Et puis on l'a pas dit au début de l'émission, mais on va le dire maintenant. Merci à Unibet Experts qui est notre partenaire durant cette émission. Bien évidemment, n'hésitez pas, si vous êtes en podcast, 5 étoiles, si vous venez de terminer la lecture, vous êtes allé jusqu'au bout, félicitations, bravo à vous. Un petit commentaire, comme d'habitude, ça fait toujours plaisir. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité et encore de nouvelles histoires exceptionnelles sur le business football.